jeffillion.com. OK. Bon, mercredi, milieu de semaine. Cheat Day en passant. Ah oui? Yes, Cheat Day présenté par notre chum Toby, donc qui nous offre le lunch. Toby, t'es salué, merci beaucoup. Ça va-tu être un lunch surprise? Ou... On va voir, on va voir. OK, J'ai pas on encore. va J'ai pas. C'est en fonction de mon cholestérol. Oh boy. Donc, on va voir. Hey, ouais, c'est ça. Demain, on lance le week-end déjà. Me prépare, moi, là. Je suis en train de faire les valises tranquillement, pas vite, pour faire une ride de char. Je vais vous avouer l'affaire. Moi, qui est un gars qui aime rouler, je suis pas... probablement quand je vais être dedans, je vais être correct, là. Mais je partirai en avion, je serai correct. Que t'as pas le goût de faire la ride? Non, c'est pas que j'ai pas le goût, mais tu sais, habituellement, j'aime rouler. Puis là, je pense que je suis fatigué. Je pense que je suis plus... Je comprends. Je pense que je le dis pas, là. Je suis pas le genre à dire « Ah, moi, je suis fatigué. » Mais je pense que je pense qu'on a eu un bon automne. Et je sais pas, j'ai comme une genre de petite fatigue. Puis... Mais en descendant en camion, ça va être le fun aussi. Là. Oui. Il y a un côté troc, là. Oui, avec Tig, en plus, en gars. Donc, on va se jaser un peu, on va écouter du country. Tu vas mettre du country. Mettre du country. Je me mets une petite caisse de douche, je prends tranquillement. Papy Jeff va rouler avec sa petite bière entre les deux jambes. Ben non. Mais non, il bois prend pas même de bière, pas, Jeff, c'est un je whisky. bois même pas si boire. Il boit du whisky. Puis, mais là, le stress de mon cholestérol, c'est j'arrête de manger où et je mange quoi. Parce que là ma blonde a dit, écoute bien, là, tu vas arrêter aux mêmes places, puis tu vas manger les mêmes affaires. J'ai dit, bon, mais je peux mourir. Elle dit, tu mourras pas. Elle dit, 2 jours, c'est pas grave. Et là, dans ma tête, moi, je suis plus bizarre que vous pensez. Je suis plus bizarre. Quand il m'arrive une histoire, je suis un peu bizarre. Puis, je sais que plein de monde m'écrivent en ce moment. J'ai besoin de guidance. Je me cache pas que j'ai quelques spécialistes qui me parlent un peu de tout ce qui se passe. Puis, je lis ces gens-là, je lis ce qu'ils m'envoient. Puis, ouais, donc. Hey, les œufs, c'est un sujet. Les œufs, c'est un sujet. À toutes les fois que fou, quelqu'un là. nous écrit là-dessus, il y a un rapport avec un œuf. Là. Oui, je sais. Je sais. Garde, je fais le test. OK? Je vais le faire le test pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous allez le savoir. OK? Jeff le testeur. Mon taux de cholestérol n'est pas élevé. Je suis à peine à 13. Je devrais être à 10. Tu sais, 10 à peu près. Donc, je ne suis pas à 30. Je ne suis pas à 35. Là. Je suis à 13. Donc, c'est pas la fin du monde, mais il faut juste casser la patente. Donc, ce que je fais, c'est que je change. Tu sais, en fin de semaine, j'ai mangé mon steak. Hier, on s'est fait un petit poulet pour souper, toute la patente. Tu sais, c'est un lunch normal. Là. J'ai pas tout coupé. Je ne suis pas fou de même. Mais j'ai fait le devoir de couper 2 choses. Les œufs et le fromage. Je le sais, il y a plein de gens qui vont m'écrire. Jeff, t'as pas besoin de couper les œufs et le fromage, c'est telle affaire qui est pas bon, les sucres, les ci, les ça. Anyway, moi, les sucres, j'en mange pas bien. Donc, j'ai pas à couper de sucre, je mange quasiment pas de dessert, puis il y a très peu de choses dans lesquelles il y a du sucre que je mange. Mais je mange pas beaucoup de choses transformées. Étant donné que tu étais sur les œufs le matin avant tout le temps, là, tu as remplacé ça par quoi, finalement? Là, pour l'instant, j'ai remplacé ça par une toast et une banane. Très bon. Une toast, beurre de pinot, banane. Ouais, ça prend un petit beurre de pinot, ça prend un peu de protéines. Mais la toast, j'imagine la toast, pas trop de beurre ou pas de beurre. Non, très peu. Là. Ouais. Très peu, juste pour dire. Mais tu sais, puis pour l'instant, ça marche. Je suis pas type toast, là, je vais le dire. Je suis pas type toast, ben. Ah non? Non. Ben pas, moi, pas plus que ça. Mon, Donc, mon logo est une toast. Là, en arrivant en Floride la fin de semaine, je vais m'acheter du yogourt. Parce que je ne voulais pas m'acheter une grosse patente de yogourt juste avant de partir. T'sais, si, mettons, j'y vais avec des petites quantités le matin, ben, je les aurais achetés. Donc, je vais aller chez Sam's Club, aller m'acheter une bonne pinte de yogourt. Je vais m'acheter de l'avoine. C'est ça, tu m'as dit, de l'avoine? Oui, du gruau. Du gros, de l'avoine, des patentes de même. Donc, je vais essayer ça. Je vais essayer ça, puis on va voir. Puis, quand je vais revenir au printemps, je vais refaire une prise de sang. Et à ce moment-là, je vous dirai où est mon... Je vais vous tenir au courant, là, je ne vous cacherai rien. Là. Et je vais vous dire, regardez, j'ai juste fait ça et mon taux est passé de 13 à 10, ou il est passé de 13 à 14, ou il est à 13 encore. S'il est à 13 encore, bien, effectivement, on pourra conclure que les œufs, dans mon cas, les avoir coupés n'ont rien changé. Mais, tu sais,
On parle à peu près de 200 grammes de... 200 milligrammes de... C'est quoi c'est le milligramme ou gramme? En tout cas, de 200 quelque chose de cholestérol par jour. Et moi, je blastais mon cholestérol en partant le matin avec tout près de 400 milligrammes avec 2 œufs. Mais moi, les œufs, on ne comprenait pas, là. Tu sais, moi, je ne mangeais pas des œufs parce que ça me donne du pep, ça me donne du jus dans le morceau en bas. Moi, c'est pas ça. Moi, je mange des œufs parce que j'adore les œufs. Moi, c'est un... Moi, là, quand l'œuf le matin, quand j'en parle avec... je dégouline, là. Des fois, je regarde des images d'œufs sur Google depuis une semaine, là. OK? Donc, moi, je fais cuire doucement mon œuf. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, bien doucement dans un poêle mi-température. Là, je laisse... Il est beau comme dans un petit restaurant dans le temps, là. Tu sais, les restaurants qu'on avait avec les petits comptoirs, avec les bancs qui tournent. Les pique-niques, là? Plus familial, là, plus local. Là. Mais oui, pique-nique, ça peut faire. Pique-nique, il y avait toujours la madame un peu... La madame qui sentait la cigarette avec, avec son tablier. Là. Oui, avec un écureuil dans les cheveux. Là. Nous autres, au Saguenay, on allait chez... ça a été vendu, d'ailleurs, dernièrement. On allait au café... voyons, c'était sur la rue Price. En avant de chez Paco, là. Café Royal. Okay. On allait au Café Royal. On allait là vers 5h30, 6h en revenant des bars. On allait déjeuner avant de se coucher. Ça coûtait genre 2,50 $, 2 œufs, bacon, etc. avec un café. 2,50 $. Ah, c'était fou, hein? C'était fou, ben 2,50 $, je suis pas sûr que t'as des toasts. Donc, ben, t'as pas de toast. Café, toast à 2,50 $, oublie ça, je pense que c'est rendu 5 à quelque chose. Donc, je coupe mon œuf alentour du jaune. Je le mange doucement. Donne un petit morceau de blanc Tiger. Ensuite, à la fin, je garde mes 2 boules jaunes qui sont encore full juteuses dans le milieu. Mm-hmm. Et là, je les mange une par une en une bouchée. Wow! Non, toi, t'es porn egg, là. Ah oui, moi, je suis porn egg. Donc, tantôt, juste te dire que tantôt, quand tu parlais des milligrammes ou grammes, là, c'est des milligrammes. C'est des milligrammes. Donc, okay. 300 milligrammes pour quelqu'un qui n'est pas à risque, puis 200 pour quelqu'un qui est à risque, de ce que j'ai lu. OK, c'est ça. OK, donc moi, je blastais 400 par temps. Donc, vois-tu, là, je suis... Mais je vous le dis, en fin de semaine, j'ai regardé des images d'œufs sur Google. Ah non. J'ai regardé des patentes d'œufs sur YouTube. Hey, tu sais, je veux dire, ça ne va pas pantoute mon affaire. Mais je vais toffer parce que j'ai une tête de cochon puis j'ai un objectif. Mm-hmm. Et je vais faire le test pour vous autres, OK? Mais la patente, pourquoi je vous en parle? Je vais vous dire pourquoi je vous en parle. Parce que finalement, c'est un peu niaiseux. Là, j'ai mes affaires à moi et puis que je fasse un ACV, c'est pas de vos crises d'affaires. Ben. C'est ma blonde qui va être inquiète ou encore mes filles vont avoir de la peine. Mais je veux dire, ultimement, on fait toutes nos affaires. Là. Vous vivez votre vie comme vous voulez. Je ne suis pas en train de donner conseil à personne. C'est ça que je veux dire. Vous savez que c'est pas en dedans de moi. Mais une des choses que je peux vous dire, par contre, puis vous faites ce que vous voulez avec aussi ce conseil-là. Je sais que c'est dur. Et j'ai vu la photo de l'histoire du médecin, là, où ce que vous avez le droit à un sujet par rencontre avec un médecin. C'est dégueulasse, là, sérieusement. Si le modèle québécois, c'est ça, là, gars, c'est un nested fail. Là. OK? Si c'est ça, là, 1 milliard par semaine, que d'abord, pas de médecin. Et quand vous envoyez ceux qui ont la chance de voir un médecin, vous avez le droit de parler de un sujet. Okay. C'est José Legault qui est découragé. C'est José Legault qui est découragé? Ben oui. Ça vient d'elle, ça? Oui, ça vient de quelqu'un qu'elle connaît. Là. OK. La photo vient de quelqu'un qu'elle connaît. OK. Bon, OK, ça vient d'elle. Donc, tu as un rendez-vous chez le docteur, puis là, tu te dis, ben là, j'ai 2-3 affaires. Non. Juste une, on n'a pas le temps. Choisis dans le tas. Ouais, d'après moi, je fais un peu de pression. Ouais. Je prends ma pression en pharmacie, je fais de la pression. Puis j'ai l'impression de faire du diabète. Ah, on choisit un des deux. Un des deux. Oui, mais j'ai une plaque rouge sur le bras. Non. C'est quoi tu veux? La plaque rouge, le cholestérol? C'est quoi tu veux, là? Oui, c'est quoi tu veux? Je bande plus non plus. C'est quoi tu veux, là? C'est quoi faut choisir. C'est crazy? C'est complètement crazy? Ah voyons, c'est pas ça. Donc, si vous êtes capable... La pancarte est dans la fenêtre. Okay, si vous êtes capable, je sais que la CSN... C'est fou. C'est malade, Red. Oui, mais c'est gratis. Je sais, ouais, on est très fiers. Hein. Les Canadiens, on est très chanceux. On n'a pas à sortir la carte de crédit. Moi, je vous le dis, là, pour votre santé, vous le faites pour votre chien. Sortez la carte de crédit et allez voir. Et je sais que la CSN veut enlever le privé. Là. Vous avez vu ça, là? La CSN, après les infirmières... Je le savais, ça. Je le savais. L'histoire des agences privées pour les infirmières, je le savais qu'une fois que ça allait être donné par le gouvernement, c'est sûr qu'après, il allait attaquer
les histoires de médecins. La seule affaire qui marche. Ah oui, c'est ça. Moi, je peux vous dire, là, s'il n'y a pas de médecin au privé, j'ai pas de médecin. Là. Ouais, mais la raison pourquoi tu n'as pas de médecin au public, c'est parce que justement, les médecins sont allés au privé. Fuck you, OK? Fuck you, c'est pas vrai, ça. Parce que des médecins au privé, il y en aurait 700 au Québec en ce moment. Oh, mais il n'y en a pas en Ontario. Qu'est-ce qui s'organise, l'Ontario? Premièrement, ils n'ont pas notre système de santé. Ils n'ont pas le meilleur système de santé au monde, mais Chris, il est 10 fois plus performant que le nôtre. Donc, le jour où il sera à ce niveau-là, on s'en parlera. Puis si vous voulez comparer avec l'Ontario, on peut comparer un paquet d'affaires. Là. On peut comparer les taxes, on peut comparer les impôts, on peut comparer un paquet d'affaires, si vous voulez. Là. Mais le cherry picking sur l'Ontario, des fois, ça me fait chier pas mal. Là. Si vous voulez qu'on compare avec l'Ontario, on va comparer de A à Z. On va tout prendre tous les points. Ça va mal finir pour vous autres. Mais c'est ça, mais la gauche syndicale qui s'en va dans... Toujours, jamais challenger. Ça va voir Gérald Filion, ça va voir les gens de Radio-Canada, jamais vraiment challenger. Ah, mais il faut enlever ça, là, les médecins. Hey, avant, il n'y avait pas 700 médecins dans le privé, là. Avant que Marc Lacroix puis d'autres le fassent, là. J'avais pas de médecin, moi. J'avais aucun moyen de voir un médecin, puis je me disais de quoi, juste pour... un test annuel, juste pour un examen annuel, aller voir un médecin sans rendez-vous, essayez donc ça, voir. Bien dur. Donc, si le privé existe, c'est parce que le public ne marche pas. Sinon, le privé n'aurait jamais... Pensez-vous qu'on aime ça, payer 300, 350, 400 piastres pour avoir un examen total alors qu'on paye des impôts en malade? Pensez-vous qu'on a, pensez-vous qu'on a le goût de faire ça? Pensez-vous qu'on fait ça pour le fun, là? Voyons, on fait ça parce que, Chris, that's the way it is. Je vais le faire. Parce qu'il y a un genre de mirage, parce qu'il y a un genre de... Il y a quelque chose de ben c'est ça, il y a une crosse, il y a un mirage, il y a... c'est la déconfiture d'un système qui fait qu'on est poussé à aller là. On ne va pas là pour le plaisir. Tu sais, moi, enrichir Marc Lacroix, j'aime bien Marc, là, mais je veux dire, mon but dans la vie, c'est pas d'enrichir Marc. Là. Mais j'y vais parce qu'il y a un super service, il y a des bons médecins. Mon médecin, le Dr Lambert, est extraordinaire. Puis, je veux juste dire, quand on parle de ça, la seule affaire que j'ai faite, puis j'espère que c'est le cas pour certains, je sais que Mr. White me dit, moi, je faut que j'y aille, mais allez-y. Allez faire un tour. Des fois, tu sais, c'est ce que j'ai remarqué parce que là, il y a des gens qui m'ont dit, hey, Jeff, paraîtrait que. Ouais. Puis là, la majorité des gens me disent, hey, moi, ça fait 4-5 ans que je suis pas allé. La dernière fois, c'était avant COVID, etc., etc. Donc, on a tendance. Je suis la même chose, là, pour ça. Je fais ça aux 2 ans, 2 ans et demi. Habituellement, ils nous disent que ça devrait être annuel. Dans mon cas, avant, je me disais, je suis en top santé, pas besoin d'y aller annuel. Mais une fois que tu as un petit quelque chose, peut-être effectivement rapprocher un peu les rencontres avec le médecin. Mais c'est dur en crise. Les gens n'ont pas de médecin. Puis il y a des gens qui disent, bien là, en ce moment, mes 2 enfants, il y en a un qui joue au hockey, l'autre fait du cheerleading. Ma femme travaille moins pour telle ou telle raison. Chris, ça commence à être serré dans le budget. Vrai. C'est dégueulasse d'ailleurs. Dégueulasse d'ailleurs qu'on soit obligé de parler de même. Mais on n'a pas le choix. Donc, et c'est probablement la raison pourquoi je vous en parle un peu, parce que je sais que beaucoup de pirates m'ont écrit pour me dire « Hey, merci, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin, ça faisait longtemps que je ne suis pas allé, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai l'air en santé, mais who knows? Parce que la majorité des choses qu'on a, on ne le file rien. OK? Donc, c'est ça. Vous avez quelque chose, un début de cancer quelconque, vous ne filez rien. Là. La prostate, vous ne sentez rien. Le cancer du côlon, vous ne sentez rien. La pression, vous ne sentez pas grand-chose. Le cholestérol, vous ne sentez pas grand-chose, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et des fois, on va chez le médecin, mais est-ce qu'on n'est pas bien? Il y a quelque chose à répétition qu'on a. Mais la majorité des choses qu'on a, c'est qu'on s'en rend compte de rien. Donc, on ne parlerait pas de même si on avait 24 ans, mais vu qu'on est des papis, mais on a beaucoup de jeunes. Les jeunes, eux autres, les jeunes, c'est une autre affaire. Les jeunes, vous devez commencer à aller voir le médecin plus bonheur que nous autres. Parce que la majorité des jeunes d'aujourd'hui ont été beaucoup plus inactifs que nous. Donc, moins de sport, moins d'activité dehors. Tu sais, nous autres, on a été élevés dehors. On a été élevés sur un vélo, on a été élevés à faire un paquet de sports. Aujourd'hui, la jeunesse est un peu plus divan, un peu plus gaming, un peu plus Netflix, un peu plus écran. Donc, ça fait des ravages terribles. Donc, le médecin me disait que si on commence à 40 ans à aller voir un médecin régulièrement pour savoir son état de santé, les jeunes, c'est plus 25, maximum 30 ans. Parce qu'ils sont beaucoup plus vieux. Plus sédentaires, plus vieux. Sédentaires. Ouais, donc, leur corps est beaucoup plus vieux que leur âge. C'est grave pareil, hein? C'est grave pareil. Parce qu'on ne s'améliore pas. Là. Hey, je veux juste revenir sur... Il y en a qui ont vu ça, un stun. Il y en a qui m'ont écrit et m'ont dit « Ouais, le stun, il était bon aujourd'hui. » C'était pas un stun.
En parlant de ce que j'ai parlé hier du Canada et des États-Unis, c'est pas un stun. Les gens qui m'écoutent depuis longtemps savent que c'est quelque chose que je crois depuis... en fait, c'est pas une question de croyance, c'est pas une question de « il faut le faire », c'est pas une question de... ça va arriver, en passant. OK? Ça va arriver. C'est juste de savoir comment ça va arriver et quand ça va arriver. Et plus on va retarder l'annexion du Canada et des États-Unis, plus on va le retarder, plus on ne le fera pas sur nos propres termes. La question, elle est là, c'est si on attend, si on est orgueilleux, hier, entre autres dans notre groupe, des gens qui travaillent au Canada anglais, Jay the Pilot qui travaille avec beaucoup d'anglophones, même chose de Nick de Milwaukee, etc. Il dit, Chris, on travaille avec des gens du Canada anglais depuis toujours et il n'y a pas plus... C'est une forme de racisme quasiment. Les Canadiens anglais envers les Américains. Dans la tête des Canadiens, c'est une question de jalousie, il y a une question aussi de manque de confiance, etc., etc. Tu regardes les compagnies du SP500, tu regardes il y en a combien du Canada, tu regardes combien il y en a des Américains, puis tu te dis, ouais, là, je peux pas jouer ben au top, là. Je suis pas top. Mais les Canadiens anglais jouent au top. Donc, les Canadiens anglais sont extrêmement anti-américains, full anti-américains. En fait, 90% probablement des Canadiens sont des anti-américains. Mais mettons ça de côté, là, cette genre de fausse... à se prendre pour d'autres, sur des raisons basées sur pas grand-chose, juste parce que tu sais très bien que dans le fond de toi-même, tu en es un, puis que tu essaies de trouver une différence, puis de te détacher, puis d'essayer de trouver quelque chose d'intéressant sur ta patente, alors que tu trouves rien, bien, ça fait qu'il s'installe une genre d'orgueil, il s'installe une genre un complexe de supériorité qui est basé sur absolument rien. Mais la vérité, c'est que les Canadiens anglais doivent savoir, dans le fond d'eux-mêmes, quand ils se couchent le soir et ils ferment la lumière, que leur pays, qui n'a jamais été vraiment un pays, ça va chez le diable. OK? Et que c'est insoutenable. Sur une période de 20, 30, 40, 50 ans, c'est insoutenable. On peut faire croire que c'est un stun, ce que je vous ai dit hier. On peut laisser aller le temps. Ça va arriver. Moi, je vous le dis, je ne le verrai peut-être pas de mon vivant, mais ça va arriver. Mes enfants vont le voir, OK? Mes enfants vont le voir, les enfants de Jerry vont le voir, peut-être pas nous autres. Mais plus on va retarder, et plus ce ne sera pas à nos conditions, ce ne sera pas selon nos termes. Notre game de négociation ne sera pas très longue parce qu'on va béguer pour y aller. Et ils vont nous ramasser pour une scène dans la pièce. De leur côté, eux autres, ils ont juste à attendre. Ils n'ont pas besoin. C'est sûr que si on arrive avec des propositions, puis nous, on pousse la patente pour que ça se passe plus vite, c'est vrai qu'eux autres vont se réveiller. Les autres vont regarder le Canada. Tu sais, bien là, ils me disaient, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec le Canada? Le Québec est une place de socialiste, telle affaire, telle affaire. Les ressources, les amis. Ben oui. C'est. Là, vous pensez en Québécois et en Canadien. Quand vous pensez de même, vous pensez en Québécois et en Canadien. Les Américains ne pensent pas comme nous. Les Américains ne feront pas ils feront pas le move pour les politiciens québécois. Ils ne feront pas le move même pour vous. Ils n'ont rien à foutre de vous. C'est ce qu'il y a dans le sol chez vous qui les intéresse. C'est le territoire qui les intéresse. C'est sa situation géographique qui les intéresse. C'est d'avoir le contrôle de l'Amérique du Nord qui les intéresse. Ils n'ont rien à foutre de voir François Legault ou Justin Trudeau ou tel parti politique de gauche, etc. Même notre dette, ils s'en calissent. C'est pas ça qu'ils regardent. Eux autres, c'est opportunité, opportunité, opportunité. Vous voyez comment ces compagnies-là, souvent, tu te dis, hey, comment ça se fait qu'ils achètent telle compagnie pour tel nombre de milliards? 5 ans après, on se dit, finalement, on pensait qu'il avait exagéré. Ils ont fait tout un move. Ils ont ça en dedans d'eux autres, ce que nous, on n'a pas. On n'est pas capable de... On n'a pas ça, nous autres. Pour une raison X, c'est pas dans notre ADN. Mais eux, ils l'ont. Et si on provoque la patente tout de suite, c'est sûr qu'eux autres vont regarder ce qu'on a à offrir au niveau des ressources naturelles, puis ils vont se dire, OK, yes, on fait le move-là. Ouais, mais quelqu'un va dire, ouais, mais si on les laisse périr, on va les ramasser pour pas mal moins cher. Non, on a besoin du stock-là, puis tu vas voir qu'on va le rentabiliser, puis le move, même s'il n'est plus de bonheur et qu'il coûte plus cher, à la fin de la run, dans 15, 20, 30 ans, on aura fait une passe avec. C'est le même qu'un Américain pense. Les Québécois, les Canadiens, on ne pense pas de même. Mais eux, ils pensent de même. Et je vous le dis, c'est inévitable. Il n'y a pas de stun hier. Je n'ai pas fait un stun hier. J'ai pas Jeff, tu fais toujours des bons liners, tu fais toujours des bons... Tu fais toujours des surprises. Mais c'est pas une surprise. Quelqu'un qui m'écoute depuis 1995 sait que j'ai déjà dit ça sous différentes formes, plus qu'une fois. Là. OK?
c'est juste que maintenant, avec ce qui est arrivé, c'est que maintenant, c'est évident plus que jamais. OK? Notre faiblesse est évidente plus que jamais. On n'a juste pas le choix. En passant, juste pour finir sur ce sujet-là. Calmez-vous les nerfs. OK? Calmez-vous les nerfs. Il n'y a rien de fait encore. Il n'y a rien de fait encore. Moi, je ne pense pas que ça va se faire. Je ne pense pas que... Aux États, c'est même pas un sujet en passant. OK? Parle même pas de ça. Donc, ça ne les stresse pas bien de se voir. Tu sais, il y a quand même des milliards et des milliards et des milliards de stocks qui arrivent de la frontière québécoise, puis encore plus pour la frontière canadienne-américaine, qui arrivent du Canada pour les États-Unis. Donc, c'est sûr que ça aurait un impact. Quel genre d'impact? Je sais pas, moi, 50$ par famille? 35? 64? OK? Mais c'est pas un sujet pour eux autres pour l'instant. OK? C'est notre sujet. Il a fait un tweet, comme il fait toujours, puis il nous l'a collissé d'en face. Mais je pense qu'on commence à connaître Trump un peu. On sait que c'est pour ouvrir une négociation, puis il nous crise d'un câble en partant. Mais il n'y a rien de fait. Et je ne vois pas cette affaire-là arriver. Peut-être plus pour le Mexique, parce qu'il y a vraiment un problème avec le Mexique. Il y a un problème aussi avec le Canada, mais qui est beaucoup moins gros. Mais pour le Canada, c'est autre chose. Pour le Canada, c'est la négociation sur toutes les affaires qui n'ont pas été réglées à la dernière négo. Entre autres, toutes les histoires de gestion de l'offre et toutes ces patentes-là. On sait que le Wisconsin a voté Trump. Wisconsin qui est un swing state et que le Wisconsin est la place du fromage, la place du lait. Et le Wisconsin veut nous shipper du lait en haut. OK? Donc ça veut dire que les gens du Québec vont pouvoir shipper du lait en bas, mais c'est pas le même qu'on va le voir. Parce que on n'est pas comme ça. En dedans de nous, on est des protectionnistes. On pense que Trump est un protectionniste. Nous, on devrait dire, parfait. Ils veulent qu'on ouvre l'entente de libre-échange. Probablement que toutes les histoires d'agroalimentaire avec toutes les protections qu'on a vont être attaquées. Nous, on n'est pas capable de voir parce qu'on n'a pas ça en dedans nous. Nous, on pense que les autres sont protectionnistes et que nous, on est les plus grands défenseurs du libre-échange. La réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est que les Québécois sont probablement les plus protectionnistes que ça boule. Donc, eux autres, ils ne veulent pas que personne arrive avec du lait de l'extérieur. Ils vont vous dire toutes sortes d'affaires. Le lait n'est pas bon, le lait est dangereux, etc. Il est cancérigène, ils prennent des hormones, tout un paquet d'affaires. Et ils vont vous dire que il faut garder le système actuel, alors que les Américains, eux, veulent rentrer dans un petit marché qui n'est pas très gros, le marché du Québec, le marché du Canada, c'est pas un gros marché pour eux autres. Mais ils veulent l'avoir pareil, OK? Parce qu'ils sont comme ça. Ils veulent toujours expansionner leur business. Nous, on veut protéger notre business, alors qu'on a le plus gros marché de consommateurs de lait et de fromage au bord, et que nous, on devrait avoir la mentalité des gens du Wisconsin. Nous, on a la mentalité de fermer la frontière et de se protéger, d'avoir le petit business entre nous autres. Donc, c'est une manière de faire. Je ne la juge pas, mais that's the way it is, OK? On est ce qu'on est. Mais il faut se calmer. Il faut se calmer. Là, les entreprises, tout le monde panique. Là. Il y a des gens de telle association, de telle PME, puis ci, puis ça. Calmez-vous les nerfs. Juste vous rappeler une affaire, là, OK? Les entreprises du Québec, là. Moi, je suis quelqu'un que je suis très pro... je suis très pro-business, là. Très pro-PME. Je vais vous défendre tout le temps, là. Même ceux qui sont protégés par les gouvernements, la concurrence, je vous protège. J'ai ça en dedans de moi, j'aime les gens d'affaires, j'aime les gens qui sont là-dedans. Peu importe, même s'ils sont anti-Trump, n'importe quoi. J'aime les gens d'affaires. Donc, vous m'avez de votre bord. Sauf que là, arrêtez de vous plaindre, là. OK? Arrêtez de vous plaindre. Parce que dans notre nouveau monde, bientôt, là, vous n'aurez plus l'avantage du dollar. Là, vous avez 40 % de break, là. Vous avez 40 % de break. Mettons qu'ils vous enlèvent 25. C'est pas gentil. C'est vrai, je déteste les tarifs. OK, je vais le redire un peu. Moi, je suis un anti-tarif. C'est une taxe, le tarif. Et ultimement, ça finit par être payé par les gens comme nous. Donc, j'haïs les tarifs. On arrête la patente, on retombe dans l'histoire. C'est 25 %. Vous avez, à cause du dollar de marde qu'on a, à cause du dollar de Justin Trudeau, que Justin Trudeau a malmené depuis les 3-4 dernières années. Justin Trudeau a tellement magané le Canada que le dollar canadien ne vaut plus rien. Il vaut 70 cents. Puis, surprenez-vous pas si d'ici 5-6 ans, il est à 50 cents. OK? C'est probablement le plus haut qui va être pour les 10 prochaines années. Mais le dollar canadien, une fois que vous passez de un à l'autre, c'est presque 40 %. C'est 30 % quand on regarde 70 à 100. Mais quand vous y allez de l'autre bord, qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous donne en US quand vous prenez 1000 $ canadiens?
Vous allez voir vous dites, ben, j'ai pas 700. Non, c'est parce que c'est fait de l'autre bord, vous comprenez? Et ça, cet avantage-là, vous l'avez, là. Ça empêche les entreprises d'être up-to-date dans leur manière de produire, d'avoir des travailleurs qui travaillent plus fort, d'avoir des équipements robotisés qui sont à la fine pointe de la technologie. Donc, par défaut, on gagne avec un dollar de marde. Mais vous avez toujours 15 % d'avantage. Mettons qu'il passe le 25 %. Mettons qu'il passe, OK? Il vous met 25 % de tarif tant et aussi longtemps que les imbéciles au gouvernement ne gèrent pas les histoires de frontières. Mettons qu'il le met. Oui. Vous avez encore 15 % d'avantage sur votre concurrent américain? Vous avez encore 15 %. Ouais, mais des fois, ils négocient à devise. Oh, pas tant que ça. OK, pas tant que ça. Là. Oui, peut-être de temps en temps, ils vont me négocier à devise un peu. Mais un 5, OK, il reste 10. Vous avez encore 10-15 % d'avantage. C'est quoi le problème? Je comprendrais. Si demain matin, on s'en va nez à nez avec eux autres et qu'on devient un genre de pays allié ou carrément des États américains, on a $1 US, vous allez perdre cet avantage-là. Là. C'est 1 pièce pour 1 pièce. Vous allez faire comment? On a toujours été gagnant au niveau de nos relations avec les États-Unis en raison de notre dollar un peu faiblard. On n'a jamais gagné vraiment parce qu'on veut avoir des produits qui sont à prix vraiment compétitifs sans le dollar. Donc, ça veut dire... Et je ne parle pas de la qualité du produit. Les entreprises font des excellents produits. On a à être fiers de nos entrepreneurs. Mais c'est juste que comment elle coûte la fenêtre qu'on envoie? C'est quoi son vrai prix? C'est une fois que... Si, mettons, on mettait ça 1 pièce, est-ce qu'on en vendrait des fenêtres? Non. Pourquoi? Mais parce que nos coûts de production sont trop élevés pour toutes les raisons du monde qu'on connaît. Donc, la raison pourquoi les entreprises ne sont pas concurrentielles avec les entreprises américaines, c'est toutes les taxes, toutes les règles, la productivité, tout ce qu'on a qui fait que la société québécoise, on a l'impression qu'elle pédale dans le 3/4. OK? Du gros, il y a un pied de 3/4, il y a un bicycle là-dedans avec des pneus, pas de crampons, puis ça vire dans le beurre. Bien, c'est à cause de ça. La seule raison, par contre, pourquoi on est capable de suivre et de continuer à faire de la business et d'envoyer des milliards à l'autre bord, c'est parce que notre dollar est un dollar de G.I. Joe. Là. C'est un dollar de Barbie. Là. Et si on était 1 pièce, on n'a pas besoin de Trump pour crever. Là. On est capable de se faire ça nous autres mêmes. Là. Donc, il faut réaliser ça parce qu'on oublie de réaliser qu'on a 40 % d'avantage sur les Américains avec notre dollar. Donc, le 25, prenez-les comme vous voulez. Là. Mais c'est... Moi, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas... Ben, il y en a beaucoup, mais qu'il n'y avait pas plus de touristes américains au Canada. Ah ben, on est à côté, c'est 40 %, sacrément. Imagine-toi le contraire. Tout dépendamment du dollar. Là, ça va être entre 32, 33, 37, 38 %. 840 pour mon constat, c'est un chiffre qu'on comprenne la patente. Vous entendez que la semaine à Tremblant n'est pas chère. Hein? Moi, je vais mais... te dire pourquoi. C'est parce que dans la tête des Américains, quand ils partent, ils ont l'impression de faire un deal. Quand ils repartent d'ici, ils se disent « Ouais, finalement, c'est tellement cher, c'est tellement... » Eux autres, le 15 % de taxes, ils ont de la misère avec ça. Tu sais, c'est 15 % de taxes. Ils ont de la misère à comprendre c'est quoi le phénomène du 15 % de taxes. Moi, je comprends. Ils regardent les prix. Ils rentrent au Château Frontenac, OK, la chambre est à 449 $, plus 15 % plus taxes de tourisme, plus ci pour ça. Ça arrive à 550 $ pour la journée. Et là, ils font le transfert en US, puis ils disent, c'est quand même cher. Tu sais, donc, finalement, ça coûte tellement cher ici qu'ils n'ont pas le feeling qu'ils ont un rabais avec l'échange. Parce que c'est cher. Hey, pendant Taylor Swift à Toronto, c'était 2000 $ la chambre par nuit. Je sais. Ouais, mais c'est l'offre et la demande, Jeff. Toi, le capitalisme, comme ça. C'est une gang de fatigants. OK, plus de
Jeff Liberté. Mais c'est un genre de mélange de liberté et poubelle dans le premier podcast du jour aujourd'hui sur Radio Pirate Prime. On salue les pirates cheap en ce mercredi. On a du boursicotage pour vous autres avec Jerry. Et on a également Yann et Frank qui sont stand-by pour vous autres. OK? On vient. Pirate. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Extraordinaire. Mercredi, c'est le jour de la bourse, les amis. Oui, monsieur. Avec Jerry. Juste vous dire une affaire, c'est que on a cette première partie de boursicotage avec Jerry qui est pour tout le monde. Donc, autant les membres Prime que les cheap. On vous aime tout le monde. Bon mercredi. Par après, un autre. Si vous aimez le boursicotage, il y a un autre boursicotage dans la section Prime complet avec Jerry. Donc, si vous en voulez plus, joignez-vous à nous. Jerry, le boursicotage est présenté par... Par la North American Immigration Agency, la NAIA. Vous êtes professionnel, vous êtes entrepreneur, puis vous avez toujours eu le rêve de vivre aux États-Unis, de travailler aux États-Unis ou de partir votre entreprise aux États-Unis. Bien, NAIA, ils sont là pour vous. On pense que c'est compliqué. C'est moins compliqué qu'on pense, sauf qu'il faut être guidé. Tu sais, on parle de visa ici pour soi-même, un visa pour la famille, s'installer aux États-Unis. C'est un rêve que vous avez. Pour vrai, là, vous y pensez. Communiquez avec la North American Immigration Agency. C'est facile. Allez à pirate@gonaia.com. Je répète, le courriel, pirate@gonaia.com. L'équipe est tout à fait extraordinaire. Et on commence avec quoi, Jerry? Bon, le Bitcoin, il faut en jaser un petit peu. Parce que tu as le Bitcoin qui est une chose, puis tu as l'analyse technique qui est une autre chose. Est-ce que j'ai lu qu'il y a une petite correction qui s'en vient? Ben là, en ce moment, il y en a eu une. On est monté jusqu'à. Le Bitcoin, au début du mois, c'est quand même un bon mois, là. On est parti de 69 000 à 99 000. Je fais des chiffres. Quand même. Je vais faire des chiffrons. Une belle rêve. 69 à 99. Là, il y a eu une genre de prise de profit Mm-hmm. qui est descendu à 91, 90, 91. Puis présentement, on est à 93, là, grosso modo. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand on dit prise de profit, c'est à un moment donné, quand tu fais beaucoup de cash rapidement, il y a une surchauffe. Et cette surchauffe-là, ça, c'est un classique de l'analyse technique. C'est que la RSI, la force relative, était rendue pas mal dans le piton, là. Et ça faisait 15 jours que la RSI était, du point de vue technique, c'était un party général. La RSI était rendue à 80, 85. À un moment donné, on peut pas, comment dire, ça n'arrive pas ça qu'une RSI est à 85 pendant un an de temps. Oubliez ça n'existe pas. Il y a toujours des prises de profit. Sauf que quand quelque chose monte, comme le Bitcoin, à un moment donné, il y a une prise de profit. Mais c'est de voir où est-ce qu'elle descend, où va la prise de profit. Dans ce cas-ci, c'est quand même intéressant. Pour ceux qui sont dans le Bitcoin pour le moyen-long terme, c'est ça qui est intéressant. Prise de profit de la RSI a redescendu dans le coin de 60, 62. Puis là, on était dans le coin de 90 000 US. Il faut le voir de même. Donc, la nouvelle est bonne. Oui, mais là, moi, j'en ai acheté à 97 000. Oui, mais je comprends. Toi, tu vas faire partie de la prochaine vague. Toi, là, ton fund, ça va être le prochain tour. Tu as acheté dans le party. C'est un party total. Tu as acheté dans le party. Il t'a rendu 4 heures du matin. Tu sais, à un moment donné, le soleil se lève. Là. Le party va s'effoirer. Mais tant qu'il fait noir, puis que le champagne est ouvert, puis que ça roule. Mais à un moment donné, il y a une petite clarté dans le ciel. Puis là, le monde commence à s'en aller. Le party, il tombe un peu. Là. Mais c'est ça. On fait une image comme ça, mais c'est normal qu'une RSI dans le piton à 85 ait une prise de profit. Mais tant mieux pour ceux qui sont là. Puis
puis ceux qui y croient pour le long terme, c'est que la prise de profit n'a pas été si grave que ça. L'avenir, on ne le sait pas, mais présentement, là, il n'y a pas de surchauffe. C'est ça l'affaire. En ce moment, à 92, 93 000, il y a zéro surchauffe. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui vont pour le moyen et long terme. Couche-tard, juste un petit mot vite, parce qu'on a glissé un petit mot, une petite affaire hier, on a glissé une petite affaire. Revenu en hausse, profit en baisse, couche-tard. Mais la face que je voulais aller voir, le graphique, justement, parce qu'on fait du boursicotage. On va voir les graphiques. Je suis allé voir le graphique de couche-tard. Je dis, c'est-tu un bon point d'entrée présentement? Le stock a quand même pris sur les 15 %. Le stock a pris sur les 15 % sur 5 ans. Couche-tard, c'est un blue chip. C'est pas une patente techno qui est overnight, c'est une croissance. Mais là, je suis allé voir le graphique. Et en ce moment, je vais prendre mon expression, il est moyennement beau, le graphique. Je m'explique. C'est qu'en ce moment, il faut que Couche-Tard se maintienne dans le coin de sur les 18, sur les 19, 80 $. Un peu dans ce coin. Sur les 17 à 81. Il faut que Couche-Tard reste là-dedans pour encore, mettons, une couple de mois. Pour arranger le graphique, si on peut dire. Parce que là, la moyenne mobile 50 jours est haussière, mais la 200, moyenne mobile 200 jours, elle, est haussière depuis 2021. C'est un bout, là. Haussière depuis 2021. Mais là, elle a commencé à courber vers le bas. Mais elle peut repartir vers le haut. Mais on dirait qu'il faut se donner un genre de 2 mois. Donc, est-ce qu'en ce moment, mettons que je bâtis mon portefeuille, c'est tout. C'est quand tu y vas pour le très long terme, Couche-Tard, il y a zéro problème. Tu y vas pour le moyen terme, est-ce que c'est le temps d'embarquer présentement? Non. Moi, j'attendrais genre janvier, là, un peu dans ce coin-là, voir le graphique. Et si Couche-Tard se maintient au niveau ce qui est là, le graphique va s'améliorer par lui-même. Et là, ça va être le temps de faire un in. Sinon, on va acheter plus bas. C'est ça l'histoire. on va lever la main. Il va descendre un peu, puis c'est là qu'on va embarquer. Mais présentement, Couche-Tard, est-ce que je suis acheteur? Non. Mais je le mettrai sur ma watch list pour le graphique. Toujours le fun de voir des beaux graphiques. Petite nouvelle de même qui passe. Ça, c'est dans l'espèce de petites nouvelles vite, là. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais Novo Nordisk, NVO, la grosse biopharma. Ils ont annoncé ce matin que, c'est pas rien, mais c'est sûr que pour cette compagnie-là, c'est-à-dire, on parle du marché américain, du marché européen, là, c'est le marché canadien. Mais la face, c'est que le Wegovy, on parle du Ozempic, mais il y a l'autre aussi, là, le piquage de bedaine. Tu as le Wegovy qui est approuvé depuis ce matin par Santé Canada. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle ça. Donc, le produit est accepté pour réduire les risques de crise cardiaque. Donc, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont à risque de crise cardiaque, ça peut être une prescription pour ça. Pas juste pour le diabète, pas juste pour maigrir, mais on ajoute une 3e patente pour la crise cardiaque. Donc, ça rouvre un nouveau marché accepté par le Canada depuis ce matin. J'ai regardé le stock. Il y a eu un festival incroyable de la piqûre de bedaine. C'est incroyable. Des méga entreprises qui ont monté. Là, je lisais un matin qu'avec le Thanksgiving, les familles qui ont beaucoup de gens qui prennent du Ozempic, il faut qu'ils coupent la quantité de bouffe qu'il y avait par rapport à l'année passée. Parce que les gens mangent beaucoup moins. Tabarnak, je me disais, voyons, je suis en train de lire quelque chose de... C'est vrai, cette affaire-là? Là? Ça a l'air que c'est vrai. Ben, ils ont moins d'appétit. Fait que t'as bien beau y remplir son assiette avec la gelée puis la dinde, puis les patates pilées. À place d'y mettre 3 boules de patates, tu peux y en mettre une. Tranche de dinde 2 avec un peu de sauce, puis la pointe de gâteau de dessert un petit peu plus petite. Parce que c'est du monde qui ont moins d'appétit. Et c'est sûr que la grosse bouffe infinie, ben peut-être que là, c'est pas. Le monde, ils vont faire la fête pareil, mais c'est-à-dire ils vont consommer un petit peu moins. Là, il y a une histoire. Il y a une histoire qui, Jeff, il faut prendre quelques minutes pour le raconter.
c'est que à la bourse, on peut y aller pour des long shots. Il y a des long shots. Historiquement, moi, j'en ai pogné. Je ne passerai pas une heure à l'expliquer tout ça, parce que c'est des affaires qui datent de quelques temps quand même. Mais moi, dans mon boursicotage à vie, parce que moi, j'étais à la bourse depuis 1994, que je suis ça intensément. Puis on s'entend dessus avec l'arrivée de l'Internet, ça l'a décuplé mon intérêt. Moi, j'ai pogné 3 gros winners dans ma vie. Je suis pas un gars riche, c'est-à-dire, je suis un gars de classe moyenne, mais j'ai pogné, on dit des gros winners. Je pense que c'est un genre de Crocs ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais, j'ai Crocs là-dedans, puis j'en ai une autre dans l'armement, puis j'en ai une autre dans un genre de pump and dump là, d'enfer dans les années 90. Là. Une patente techno d'enfer. Mais l'affaire, c'est que pogner un gros winner dans le biopharma, puis pour vrai, là, ça peut changer une vie. Et ton 10 000 $, ton 5 000 $, ben, il se ramasse qui vaut au-dessus d'1 million, peut-être 2-3 ans après l'avoir acheté. Tu sais, une folie. Là. Pas une folie comme vous pensez, 100 fois comme vous pensez, et peut-être même 1000 fois comme vous pensez. Il y en a des folies. Et des affaires comme ça, il y en a, parce que ça arrive dans les biopharma. Pourquoi? Parce que ces petites entreprises-là, c'est des chercheurs. Eux autres découvrent une molécule, travaillent sur une molécule, et certaines entreprises, mettons, qui vont passer toutes les normes, ben, ils vont être capables de mettre sur le marché leurs médicaments, en faire la promotion, parce que ça coûte énormément d'argent, et cette compagnie-là va grandir. Ou ils se font acheter pour un tas de fric par un plus gros. Ça arrive souvent, ça aussi. Mais toi, tu es actionnaire depuis le début. Puis que tu es là depuis longtemps. Tu peux faire une méchante passe. Il est arrivé quelque chose au printemps. Je vous parlais d'un traitement. Parce que l'Alzheimer, OK? L'Alzheimer ce déclin-là, cognitif, il n'y a pas de médicaments qui soignent l'Alzheimer. Ça n'existe pas. Il y a des médicaments. On parle pour arrêter l'Alzheimer ou inverser l'Alzheimer. Ça n'existe pas. Il y a des médicaments qui vont ralentir l'Alzheimer. Mais le bateau coule pareil. Là. Le bateau coule. Ouais, mais ça ralentit. Ouais. L'eau rentre. Mais tu vas crever. Mais je dis crever. Tu vas être way out, mais plus tard. Mais il y a des médicaments qui ralentissent ça. Je donne un exemple. J'en ai 4 qui viennent à ma mémoire de même. Là, puisque j'ai fouillé un peu là-dedans. Parce que c'est un domaine qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de bouillonnement pharmaceutique là-dedans. On parle beaucoup du piquage de baleine, mais il y a d'autres places que les compagnies mettent beaucoup de fricot. L'Aricept, c'est une firme japonaise qui ont un deal avec Pfizer. Et l'Aricept, c'est un stuff qui va ralentir l'Alzheimer. Ralentir. Le Réminil, c'est une compagnie c'est Biospace, une compagnie britannique. Le stuff, l'Excellon, c'est Novartis, les Suisses. Ebixa, c'est une compagnie danoise. Donc, c'est des médicaments qui sont sur le marché présentement. Mais il y avait une firme, cette firme-là, américaine, basée à Austin, Texas. J'en avais parlé au printemps de ça. J'ai pas la date exactement, mais je sais que c'est au printemps. Parce qu'il y a des pirates qui m'ont dit « Jerry, il faut que tu en glisses un mot, il s'est passé quelque chose. » Mais moi, je l'ai vu dans mes affaires. Je l'ai vu dans mes histoires. Il s'est passé quelque chose. Donc, le nom de la compagnie, c'est Cassava Science. Cassava Science, Biopharma, 29 employés. Pas gros, là. C'est 2 secrétaires, quelqu'un qui fait le ménage, puis du monde en chienne blanche qui sont dans un laboratoire. C'est pas gros. C'est tout petit.
C'est une compagnie qui a 0 revenu. Rien. Ils ont perdu 17 millions l'année passée. Ils ont 140 millions en cash. Cette compagnie-là travaillait sur une molécule expérimentale qui réussissait, okay, les premières données, ils pouvaient stabiliser l'Alzheimer. Oh boy, OK, là on tombe dans quelque chose. Là. C'était la seule compagnie au monde, présentement, c'était la seule qui avait un pied dans ce domaine, un pied aussi loin, dans le sens que tu commences à faire l'Alzheimer et là, cette molécule-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stopper ton Alzheimer. Tu vas pas faire un comeback, mais tu n'iras pas plus loin. Comprenez-vous la patente? C'était énorme. Et eux autres, cette compagnie-là, qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Et en bourse, avaient déjà fait un swing d'enfer. Même par deux fois sur des spéculations. Parce que les autres, ils avancent. Au début, c'est des données. Ensuite, c'est la phase 1. Ensuite, c'est la phase 2. Vous voyez, les mois passent. Les mois passent. Là, 2020, 2021, 2022. Les mois passent. Là. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'eux autres, puis c'est ce que j'ai dit au printemps, j'ai dit, eux autres, on va avoir les résultats de la phase 3 l'automne prochain. Mais on est dans l'automne prochain. On est là. On est arrivé là. On est arrivé aux résultats de la phase 3. La 1 et la 2 étaient excessivement prometteuses. C'est pas pour rien. Il y a eu des pics, genre de pics, là, je vous donne l'image, là, genre de pic, stock à 15$, il monte à 100$. Là. Boum, boum. Après ça s'est calmé. Ou boum, il repart à 100$. T'sais, sur la spéculation, la pure spéculation. Sauf que il était exactement dans le target. En ce moment, c'est... Moi, quand j'en ai parlé, je me disais, à la grosseur de compagnie qu'ils sont, je suis convaincu qu'ils ne pourront pas amener à terme leur projet. Ils vont s'associer qu'un gros, mais les actionnaires de Cassava vont passer à la caisse. Et c'était ça. Mais j'y avais rajouté quelque chose, et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai dit, présentement, c'est le stock le plus dangereux du Nasdaq. Par les mouvements qu'il y a dedans, et ensuite, par la spéculation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le FDA a dit... L'affaire, c'est qu'ils ne se sont même pas rendus dans Ils ne se sont même pas rendus là. Okay, dans les études... Voilà. La troisième phase, parce que pour la FDA, tu as la quatrième phase et l'acceptation FDA. Okay. Là, eux autres étaient dans la troisième phase, mais chaque phase est en 2 étapes. Les autres étaient dans la première étape de la troisième phase. 1, 2, c'était sky's the limit. Troisième phase, premier essai. Boum. La gang, ils ont pris une méchante gang, là. La grosse gang qui avait un placebo, puis la grosse gang qui avait la molécule, ils ont... Oui, il y a une amélioration, mais pas assez pour continuer le projet. Parce que ça prend vraiment... Écoute, c'est des millions de dollars investis. Tu ne veux pas y aller à tonton. Ça prend vraiment... Ça s'est terminé là. Goodbye. Boum. La nouvelle est sortie à 7 h le matin. Ceux qui étaient dedans étaient dans une cage. L'action était à 26-27$, il est ouvert à 3. Et si boire. Boum. Là, ce qui arrive, Jeff, c'est qu'il y a du monde qui écoute le boursicotage. C'est normal. Il y a du monde, il y a des pirates, il y a des gens, je sais pas, qui ont peut-être mis un peu de cash pour le long shot. Puis je comprends ça parce que ces entreprises-là, c'est du long shot. En réalité, là. On y va pour le long shot. Puis là, la question qui m'est posée, oui, mais Jerry, le code, c'est SAVA. SAVA. Là, la question, c'est qu'en ce moment, on fait quoi?
En ce moment, c'est le post-mortem de ça. Donc, Casava Biosciences, c'est 29 employés. Ils ont 149 millions en cash. Le projet, il est goodbye. Est-ce qu'ils vont avoir d'autres projets? Présentement, il n'y a rien dans le pipeline. Rien. J'ai fouillé hier, il y a 0 dans le pipeline. Donc là, tu as des gars avec des... Je mets des images. Tu as des gars qui gagnent cher avec des sarraux blancs qui n'ont plus de job présentement. le projet, il est terminé. Est-ce qu'ils ont d'autres choses qui n'ont pas été annoncées? Présentement, je ne vois rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'action vaut 3 piastres. Là. Je veux dire. Ce qui reste, Jeff, ce qui reste, là, c'est un bureau avec du monde dedans. Là. Mais l'avenir, je l'ignore totalement. Ceux qui l'ont essayé, moi je n'en fais pas partie. J'en ai parlé, j'ai dit, attention, c'est un stock hyper dangereux. Sauf que si ça marche, vous allez faire un beau tour. Puis il y en a beaucoup qui n'ont fait un beau tour avant sur la spéculation. Écoute, 3 piastres monte à 100 piastres. Là. Tu vois la patente, là. C'était fou, il n'y avait pas d'action. Il n'y a pas beaucoup d'actions sur le marché. Une folie de Jeff incroyable. C'est une compagnie qui a été incorporée en 1998. Là. Donc, ils ont quand même... Ça fait quand même longtemps. Là. Donc, est-ce qu'ils vont sortir quelque chose de leur chapeau dans les prochains mois? Je ne sais pas du tout. Si vous êtes dedans, est-ce qu'il faut vendre? Je ne sais pas du tout, c'est votre argent. Je ne peux pas... On ne fait pas de recommandation d'achat, mais on ne fait pas de recommandation de vente non plus. Hein, ce qu'on l'entend, ben on en fait ce qu'on veut. C'est ça le boursicotage en réalité. Donc, ceux qui sont actionnaires, ben, vous venez de perdre énormément d'argent. Tu peux dire, ben, je vais attendre, je vais voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Bonne chance. Moi, je n'ai rien vu d'intéressant. Donc, ça fait partie. Puis je peux vous faire un listing. À un moment donné, je vais vous le faire. Un genre de petit listing de biopharma qui ont fait le contraire de Cassava. Qui ont pogné le pactole. Je vais vous le faire, le listing. Il y a des affaires tout à fait extraordinaires. Mais il y a des crashs à travers et SAVA fait partie de ces crashs-là. J'ai une petite affaire vite. Oui. Oui, sans parfait. Problème, sans problème. Parfait. Juste dire, petite affaire vite. On a jasé et c'est arrivé là. C'est arrivé il y a quoi? 4 jours? Le groupe Dynamite. Garage. Cette entreprise-là, québécoise, montréalaise, canadienne, vient d'entrer à la bourse, puis je glissais un mot il y a 3 semaines. Mais tu sais, on n'avait pas la date officielle parce que quand tu rentres en bourse, ils ne disent pas 3 semaines d'avance la date. On sait toujours 2-3 jours ou une journée d'avance. J'ai toujours détesté ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la manière que la bourse fonctionne. Ça m'énerve. Mais qu'est-ce que tu veux? Le code, je vais vous donner le code, parce qu'ils sont sur le marché là. Le code, c'est GRGD. Gérard Roger, Gérard Denis. GRGD. Le groupe Dynamite. IPO à 21 $. Il a commencé la semaine dernière. C'est jeudi passé qu'ils ont entré en bourse. OK? Ils sont allés chercher 300 millions de dollars en entrant dans l'eau. Ils rentrent en bourse, ils vont chercher un 300 millions. C'est le fricot. Hein? Ils deviennent publics. Ils étaient privés avant, ils deviennent publics. Donc, c'est une compagnie qui, on l'avait jasé il y a 3 semaines. Ils ont 300 quelques magasins, expansion aux États-Unis, c'est ça qui est vraiment intéressant. OK? Et c'est une entreprise qui va très bien. C'est-à-dire, si on regarde les chiffres, c'est une compagnie qui va très bien. Mais on s'attendait, puis ça, c'est typique canadien, on s'attendait un peu à un gros party, mais on est au Canada. Il n'y a pas eu de gros party à la bourse. Donc, l'action est rentrée à 21 $. Et quand il a ouvert, c'était à 20,90 $. OK? C'était pas... Tu sais, d'habitude, quand tu entres en bourse, il y a une espèce d'effervescence. Ah ouais? Il n'y a pas eu d'effervescence. Même si Goldman Sachs, Canada, la BMO, RBC Dominion, la banque TD Securities, Scotia Capital, Desjardins Securities, c'est une gang, ça?
Eux autres, c'était tous les pompeux. Je dis pompeux. C'est eux autres qui aident l'entreprise à entrer en bourse et à en faire la promotion auprès des investisseurs. C'est une gang, là. Mais l'IPO n'a pas, je dis pas fonctionné, il a marché, mais il n'a pas popé. On s'est entendu, ça n'a pas dit « Oh, wow! » Non. Ça a passé en douce. Canada. Les Canadiens, plus tranquille. C'est un genre de petit pet mou. Pouf. Bon, parfait. Il y a eu quoi? Il y a eu 736 000 de volume à la première journée. Allô? Juste 736 000. Bon. Là, la question est là. IPO flat. OK, IPO flat. Mais c'est peut-être une opportunité parce qu'on sait que Voilà. Garage va exploser le nombre de magasins au State. Voilà. Du 3. Là, l'affaire, c'est que l'IPO, c'est une chose. La compagnie, c'est une autre chose. Le 3 août 2020, on part du 3 août 2023. 3 août 2023, l'année passée. Au 3 août 2024. 3 août, c'est ma fête. Donc, c'est un signe. De ta fête en 2023 à ta fête de 2024, ils ont vendu pour 800. Quand j'ai eu 35 à 36. Voilà. Ils ont vendu pour 888 millions de dollars. Et au net, attachez votre truc, ils ont fait 128 millions net. Oh, font du cash. Ils impriment de l'argent. C'est extraordinaire. Mais juste pour vous dire, le génie derrière cette entreprise-là, le groupe Dynamite, je vais le dire en français, c'est Andrew Lufty. Lufty, demeure actionnaire majoritaire de la compagnie. Donc, les actions qui sont en bourse présentement à la Bourse de Toronto, c'est une partie de la compagnie. C'est une partie de la compagnie et lui, il a les droits de vote majoritaires. Il a 87 du droit de vote. Là. Il doit avoir des actions de classe A qui ne sont pas à la bourse, là, une patente. Là. Donc, là, il garde le contrôle, peu importe ce qu'il y a. Il garde le contrôle du jet à 100 Donc, ça, c'est rassurant. Ça, c'est très rassurant. C'est pas je le garoche public puis je me sauve. Non, il ne sauve pas du tout. Lui, c'est pas son genre du tout. Le gars, c'est pas un genre de gars qui est assis sur son steak. Lui, là, pendant la COVID, il a tout restructuré ses baux de magasins. Ah oui, il a eu une opportunité pour les faire baisser. Ben voilà. Non, le gars, c'est un genius, OK? Après ça, lui, il est dans l'immobilier. La compagnie montréalaise qui s'appelle, c'est Carbone Léo. C'est qui ce Carbone Léo? Ben, Carbone Léo, c'est le Royalmont. Carbone Léo, c'est l'hôtel Four Seasons qui est ouvert au centre-ville, flambant neuf. C'est le 10-30. Carbone Léo, c'est le 10-30. C'est lui, ça. C'est Lufty. OK. C'est lui, le gars de Dynamite. Et c'est boire. Moi, j'embarque dans son team. Lufty, c'est le petit-fils de Joseph Chamandy. Qui est Joseph Chamandy? Le fondateur de Gildan. Oh! Vous voyez la patente, là? C'est un travaillant. C'est un wise. C'est un vrai entrepreneur. Tu sais, quand tu dis entrepreneur, là, lui, là, c'est dans la pureté de l'entrepreneur. Moi, j'ai confiance à des gars comme Lufty. Il n'y a pas... Chris, t'es dans le retail au Canada. Hey, t'es dans le retail. C'est OK, wow, OK. T'es au Canada. Wow, OK. Tabarouette. Ils ont passé tous les Christophe de tempête. Ils rouvrent des magasins aux États-Unis. Puis le grand défi de Lufty, il dit lui-même, il dit c'est d'être à l'avant-garde des tendances. C'est ça la force de Dynamite Garage. C'est d'être à l'avant-garde des tendances. Ils ont toujours sa Donc, coche. beaucoup de jeunes filles dans le département qui décident, qui font les calls pour les achats et tout, qui ont un pif extraordinaire. Un pif, parce que lui, ses compétiteurs, c'est qui? Il dit, moi, mes compétiteurs, c'est qui? Ben, en ce moment, puis dans l'avenir, c'est Zara, H&M, American Eagle. Lui, il se voit comme eux autres. J'adore ça. Non, oui, je l'aime, lui. Donc, si, je vous dis... Mais donc, ça veut dire que si l'IPO n'a pas popé trop haut, c'est peut-être une opportunité en là ce moment, d'embarquer. l'action est à 20$ présentement. Donc, ils ont ouvert à 21. L'action est à 20.
Tu t'as pogné à 19 et quelques, 20, 50. Ça fait comme patate en bourse. Mais parce qu'on est au Canada dans une bourse plate. Puis pas juste ça. Un sous-sol d'église. C'est que les investisseurs, ils ont la tête ailleurs. Ils regardent ailleurs, puis ils sont dans le Bitcoin, ils sont aux États-Unis, ça brasse. Eux autres, ils se listent au Canada. Il y a moins, ça brasse moins. Même si t'as le gars de Desjardins, les baguettes en l'air, puis le gars de BMO, les baguettes en l'air. Si, ça brasse moins ici. Si tu veux, le Canada, c'est pépère. Mais ça reste que cette compagnie-là, c'est un bijou. Là. Donc, le code, c'est quoi? GRGD à Toronto. Ça, c'est un genre de... On ne fait pas de recommandation d'achat. Ça, c'est achat, puis fait de dos. On s'en reparle plus tard. Je vais le prendre en note. Thank you. Voilà pour le boursicotage édition Tout le monde. Un peu plus tard, un autre bloc de boursicotage dans un autre podcast avec Jerry. Puis il y a de la viande. Et il y a de la viande. Il y a encore de la viande. Pour nos membres de Radio Pirate, ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com. Tiens-toi. Ça taponne. Le stock taponne. Jeff Fillion. Radiopirate.com. Il est le chef du Parti politique de Québec, Respect citoyen. On l'invite parce qu'il est chef du parti politique, mais on l'invite aussi parce qu'il est intéressant. Merci. Ben oui, mais tu sais... Je suis pas chef encore officiellement, mais c'est presque... moi, je t'appelle le chef. Je suis le seul candidat jusqu'à présent, de toute façon. OK. Comment ça se passe, d'ailleurs, toutes les histoires là, de... Parce que j'ai eu vent que M. Hamad... Il est possible que M. Hamad vienne nous voir incessamment. Il est possible que... M. Hamad veut, et je comprends très bien la logique, parce qu'on a déjà parlé, toi et moi, qu'il veut regrouper la gang ensemble, là, pour pas qu'il y ait trop de candidats, pour pas que Marchand gagne par défaut. On le souhaite. Mais ça veut dire, c'est lui qui prend, qui mène, puis c'est ses patentes à lui, on comprend. C'est facile à dire, je veux une unification, tout le monde s'en vient avec moi, c'est moi qui mène pour pas mes idées. Mais la réalité, c'est plus dur à faire que ça. Là. Donc, est-ce que ça avance, ça, là, avec l'autre gang aussi, la gang de Paquette puis toute la patente? Ben avec M. Hamad, il n'y a pas vraiment de développement. Là. Nous, on l'a rencontré. Mais là, il est avec qui, Sam Hamad? Ben, il est avec qui? Il est avec une équipe. Il y a des gens de chez... je sais qu'il y a des gens anciennement de chez National qui font partie de son équipe. Y a-tu un parti politique ou il part de rien? C'est quoi, là? Il part de rien. Là, mais okay. on est tout courant de rien. On sait que notre ami... je pense que mon ami Donald Gagnon va faire campagne avec lui. Oui. Il y en a d'autres, là, en tant que tel. Il y a aussi il y a une équipe d'avocats là, qui vont protéger sa réputation dans le cas où des gens diraient des choses négatives. J'ai eu un avertissement, moi, puis d'ailleurs, je lui ai parlé personnellement, comme de quoi que... parce qu'il y avait eu, je sais pas trop là, comment ça a été amené, là, mais c'est supposément que si on disait des choses qui n'étaient pas bonnes à son sujet, qu'il y avait déjà une équipe d'avocats qui était prête à répondre à ça. Moi, j'ai déjà dit, là, moi, je ne commencerai pas à faire du bashing sur quelqu'un. Si par contre, je parle de ton passé politique où tu étais public vis-à-vis des positions que tu as faites. Exact. Ça, c'est public. Ben Pourquoi on ne pourrait pas en parler? Ben non. Mais je ne commencerai pas à parler de ses affaires personnelles. C'est pas de mes affaires, puis c'est pas mon style non plus. Non. Alors, ça, c'est. Mais avec M. Hamad, c'est. C'est parce que j'essaie de comprendre. Il y a Marchand, il y a le gars Villeneuve qui serait remplacé par l'ancienne de la CAQ. Boutin. Elle a dit que c'était pas vrai, mais elle a dit ça. Ben, elle va dire de quoi écouter ses chroniques, là, puis vous savez tout de suite qu'il n'y a rien pour être mairesse. Après ça, t'as Jackie Smith. Ah, Jackie. De Transition Québec. Ben, Jackie, ça prend toujours un genre de... Ça prend un soigneur d'une équipe, là. Donc c'est elle qui tape les bâtons. Là. Ça prend toujours un fou du roi. Ça prend un fou du roi. Donc, Jackie fait un bon rôle là-dedans. A fait ses affaires. Après ça, tu as les gens d'équipe Priorité Québec, Patrick Paquette. Et il y a vous autres. Et nous autres qui est là. Beaucoup trop de monde. Ouais. Donc, le processus est rendu où? Ben, écoute, nous, ça fait 1 an qu'on est en discussion, autant avec M. Hamad qu'avec les gens d'équipe Priorité Québec. Dans le cas de M. Hamad, on a eu 5 ou 6 rencontres. On a cessé de se parler. Parce qu'on aurait voulu que M. Hamad vienne s'adresser à nos membres pour qu'il leur explique c'est quoi sa vision. On ne peut pas prendre les clés d'une voiture qu'on a construite puis donner les clés sans pas poser de questions. Là. Ça ne peut pas marcher comme ça. Là. Alors, il n'y a pas eu de... mais je pense qu'il y a aussi probablement des incompatibilités de valeurs.
Mais moi, en tout cas, je tiens à le dire parce qu'il y en a qui vont me parler d'égo et de choses comme ça. Là. Moi, j'ai dit à M. Hamad, j'ai dit, moi, j'ai pas de problème à me tasser, là, puis même à apprendre, parce qu'il faut quand même y donner ses crédits. Là. Il y a quand même une expérience politique à ce niveau-là. Mais j'ai dit, il faut que ça soit cautionné par les membres. On ne peut pas, du jour au lendemain, imposer ça aux membres. Alors, ça, c'est ça. Dans le cas d'équipe Priorité Québec, ben eux, ils espèrent leur cadeau de Noël. Là. Ils espèrent se faire repêcher par Sam Hamad. Il y a des gens au niveau de l'équipe de Priorité Québec, Steven Melançon. Steven Melançon, c'est assez écrit clair dans le ciel que la journée que Sam Hamad officialise son entrée sur la scène municipale, Steven Melançon va démissionner de l'équipe Priorité Québec et il va s'en aller avec M. Hamad. La chef de cabinet d'équipe Priorité Québec aussi aime beaucoup M. Hamad. Donc, dans le cas où ces deux personnes-là décident de suivre M. Hamad, Patrick Paquette, qui est un non-élu, il dirige la formation, mais il est à salaire en tant que tel. Donc, ça disparaît. Il va-tu se retrouver le bec à l'eau? Nous, on a eu encore, récemment, j'ai rencontré des administrateurs du parti d'équipe Priorité Québec. J'ai répondu à des questions parce qu'il y avait des interrogations. J'ai répondu à toutes leurs questions. En finale de réunion d'une heure, je leur ai dit à la fin, y a-t-il d'autres choses que vous voulez savoir? Ils m'ont dit non, tout est beau. Puis on était supposé de se reparler. Donc, Québec a une surenchère. Ouais. Montréal, à l'inverse, a pas de surenchère jusqu'à maintenant. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Je pense que M. Gilbert Thibouteau, je ne sais pas si je le nomme comme il faut son nom, mais il n'y a pas grand-chose à date à Montréal. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois va y aller. Moi, je pense qu'au printemps, Nadeau-Dubois va quitter QS puis il va s'en aller à la mairie de Montréal. On a entendu le nom de Mélanie Joly. Oui, aussi, une possibilité. Mais je pense que Nadeau-Dubois, avec tout ce qui s'est passé là, au dernier congrès... Là, puis plusieurs pensent que Gabriel Nadeau-Dubois ne reviendra pas à QS. Ouais, mais moi, je pense que Nadeau-Dubois va se présenter à la mairie de Montréal. Moi, je pense que c'est une grosse c'est un bon take, ça. Ouais. Il y a des grosses chances que je pense que c'est ça. OK. En tout cas, regarde, je vais te tenir au courant parce qu'il est possible que j'ai un podcast avec... Mais on est tous d'accord que d'unir ce que j'appellerais le centre droit, là, si tu me permets, ce serait une excellente chose. Il faut juste pouvoir se parler. Nous, on a initié ce processus-là il y a 1 an. On n'est pas encore arrivé à aucun résultat. Je veux dire, nous, on est là. On a 860 membres. On va avoir notre premier AGA en fin de semaine, dimanche, à l'Hôtel Québec. Donc, on essaie, mais je veux dire, c'est à partir du moment, puis là, ce qu'on a comme information de la part des gens qui gravitent autour de M. Hamad, c'est qu'il devrait se présenter, il devrait officialiser le tout au printemps. Je vous rappelle qu'en 2021, Bruno Marchand puis Québec Fort et Fier, qui est un nouveau parti, ils ont officialisé leur arrivée en mars 2021. Fait que ça semble être la même style de stratégie qu'on veut adopter. Fait qu'on verra. Hey, Mr. White, peux-tu me mettre l'audio de Marchand avec Marie-Lou Arsenault que tu m'avais gardé la semaine passée? Je sais qu'il n'est plus dans mon cartwall, mais il doit être pas trop loin. Oui. Trouves-tu ça malaisant que le maire Marchand s'en va faire le tour des médias de Montréal? Absolument. Tu sais, Valérie Plante, elle ne vient jamais à Québec. Il n'y a personne, il n'y a aucun maire. Le maire de Laval ne vient pas à Québec. Le maire de Laval ne va même pas à Montréal. Tu sais, je veux dire, la mairesse de Longueuil, on entend parler un peu, là, mais je veux dire, elle va pas tu sais, elle est à Longueuil. Mais le maire de Québec, il se sent obligé d'aller se faire... Il y en a qui me disent, c'est une expression québécoise que j'aime, là, il va se faire licher à la scène à Montréal. Par les médias Moi, montréalais. j'aurais dit de façon plus polie, j'aurais dit, il va chercher du love à Montréal. Bon, c'est ça. Ça veut dire la même affaire. C'est juste que... Il va chercher du love. Mais la bombe aimait ça, à Montréal. Aussi. La bombe était à l'aise à Montréal. Oui. C'est comme que devenu la manière de faire que si on a parlé de quelque chose, le maire de Québec s'en va à Montréal. Je comprends pas cette crise de phénomène-là, moi. Ben, c'est parce qu'ici, il se fait poser les vraies questions, puis il veut pas y faire face, tout simplement. C'est simplement ça. Ici, il se fait poser les vraies questions, puis il n'est pas intéressé à ça. Lui, il veut juste il a dit dans l'entrevue, il veut se faire flatter dans le sens du poil. Puis... Il dit dans l'entrevue que Mr. On nous parle de courage. Il dit, mais non, mais c'est parce que moi, j'aime ça venir voir les médias. Vous me posez des questions, la démocratie, on échange, on frotte nos idées. C'est important là, de faire une rencontre entre les médias et les élus. Mais Chris, moi, je veux dire, on veut tous te rencontrer, mais tu ne veux pas nous rencontrer. Je veux dire, tu vas voir qui? Tu vas voir les gens qui t'aiment. Exact. Tu vas voir les gens qui t'aiment. Il reste dans sa chambre d'écho. Ouais. Et du monde qui, en fin de compte, tu sais, Montréal, on ne connaît pas tous les détails de la ville de Montréal. Et c'est pareil pour les Montréalais. Eux autres, la rue Saint-Vallier, ça pas c'est quoi, là.
Fait que ça veut dire, à un moment donné, si le maire est à Québec puis se fait questionner, mais là, c'est des questions beaucoup plus pointues, très, très ville de Québec. C'est ces questions-là qu'il ne veut pas entendre. Lui, il veut rien savoir là-dessus. Moi, je vais te dire ce que quelqu'un m'a dit la Lui, semaine rien savoir passée. de ça, là. Quand on a soulevé ça, ben, je vais vous faire entendre avant l'audio, là, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu. On lance beaucoup d'invitations pour recevoir des politiciens, idéalement à chaque semaine. Parfois, ça ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, on voit bien que les politiciens qui acceptent, ils ont des raisons d'accepter. Souvent, ils ont un projet de loi à défendre. Ils ont des idées à expliquer. Ils ont à expliquer des controverses ou des bourdes, comme Arun Boisy chez Patrick Masbourian vendredi matin. Certains cherchent à se faire connaître, des jeunes députés, par exemple. Pourquoi vous avez accepté de faire le trajet entre Montréal et Québec pour venir sur notre plateau aujourd'hui, Bruno Marchand? Mais d'abord parce que vous l'avez demandé. Oui. Mais pourquoi fondamentalement? Vous auriez pu dire non. Oui, hein? mais sans médias, je pense que l'institution démocratique y perd. Nous avons besoin des médias et les médias, pour faire leur travail, ont besoin notamment d'avoir accès aux politiciens et de pouvoir leur poser des questions, les cuisiner, les remettre devant les faits accomplis, les faits non accomplis. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Ouais. Ben, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là. Mon premier devoir, c'est d'écouter les citoyens, puis c'est ce qu'il fait pas. Fait pas 0, 0, 0. Fait pas ça. Fait pas ça, 0. Puis après ça, il nous parle de courage. Oui. Mais moi, j'ai su quelque chose, et je vous donne ça en scoop ce matin. Parc industriel ici à Québec, Einstein. Oui. Ils ont fait l'implantation de pistes cyclables dans le parc industriel OK. avec des bollards. On est rendu, là, on a annoncé là, il y a une semaine qu'on était rendu à plus de 100 millions pour le déneigement à Québec. Oui. On va déneiger pistes cyclables dans le parc industriel. 140 millions. C'est ça, c'est 105 millions. 105 millions. C'est 40 millions de De plus. plus que 2022. Exact. Exact. Complètement capoté. Mais on va déneiger les pistes cyclables dans le parc industriel. Je peux te garantir que cet hiver, on va aller s'installer. On va aller compter combien de personnes qui vont passer. C'est sûr, c'est sûr. Il n'y en aura pas beaucoup. Un autre petit bout de son entrevue, juste un dernier petit bout. Oui. Je veux parler des Ah, médias, comment? M. C'est avec quelqu'un d'autre, ça. Ah, OK. C'est avec qui? C'était avec Elisabeth Crête à Cogeco. Cogeco, OK. Je veux parler des médias, M. Marchand. Vous êtes un maire à Québec qui, puis je vous ai écouté sur différentes tribunes, vous allez à toutes les radios de Québec, vous avez des entrevues partout. Vous n'y allez plus maintenant, mais vous êtes allé. Mais vous êtes allé, par exemple. Oui, puis je pense que la dernière fois, ça avait brassé un peu, effectivement, mais c'est assez récent que vous y allez plus, parce que vous êtes allé, il me semble, dans la dernière année. Ça fait plusieurs mois, mais non. FM 93, vous êtes là presque chaque mois avec nos collègues du Midi. Oui. Sauf choix. Sauf choix. Non, je vois plus à chaque choix. Je vois pas à choix. Je respecte tous les médias. Je respecte tous les médias, mais sauf choix. C'est quoi le rapport? Mais Jeff GC, tu es reconnu comme un gars très virulent. C'est tout, JC, là. Franchement. Voyons, Christophe. Bon, il y a peut-être Pat qui va y lancer un genre de fall ball dans le côté qui s'attend pas, là. Mais JC, c'est le meilleur gars du monde. La seule chose que j'ai entendu parler, moi, j'ai reçu ça à un moment donné dans un message, parce qu'il était venu avec son gars. Puis là, il y avait trop de monde dans le studio. Tu connais les studios, comment c'est fait. Puis ils ont demandé qu'il reste à l'extérieur, dans le divan à l'extérieur du studio. Et puis là, je me suis fait dire, il paraît qu'ils ont interdit au fils, à Bruno, d'être en studio avec son père. Ben oui, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce qu'on me dit, tu sais, quand on a posé la question la semaine passée, quelqu'un de Montréal, quelqu'un me dit, Jeff, puis c'est quelqu'un qui est assez impliqué là, c'est pas nobody dans le sens que c'est quelqu'un qui est assez branché. Il dit, dans le fond de lui, on risque de voir Bruno Marchand très souvent d'ici le printemps à Montréal. Parce qu'il teste l'eau à Montréal. S'il n'y a pas de candidat important à Montréal, il est prêt à risquer de s'en aller à Montréal, essayer la mairie de Montréal. Hein? Ben, ça, wow! OK, mais là, j'ai dit, attends un peu, ça n'a pas de crise de bon sens. Oui, mais pourquoi il s'en va à Montréal? Ben, il va se faire connaître par les gens de Montréal. OK? Il veut aller à l'Agacé, il veut aller ici, il veut provoquer quelque chose pour aussi aller à tout le monde en parle. S'il est capable de provoquer quelque chose pour aboutir à tout le monde en parle, il pense qu'il va avoir la notoriété, alors que les autres n'en auront pas tellement plus que lui. Des candidats, c'est sûr que si c'est Mélanie Joly, il va dire peut-être, on va garder une gêne, ou si c'est Gabriel Nadeau-Dubois, mais si, mettons que c'est, je sais pas moi, le gars de la Chambre de commerce de Montréal. Chris, il y a des chances, tu comprends? Ouais. Donc, il se dit, je suis probablement battu d'avance par Sam Ahmad si jamais Ahmad se présente. OK, je dis ça en tout respect. Oh, il n'y a pas de problème. Puis, je parle dans sa tête, OK? Il se dit, je vais être peut-être le premier maire de l'histoire à me faire battre alors que je suis maire. Et
il s'en irait à Montréal. Puis si jamais il perd, tu comprends pas, il n'a pas perdu Québec. Oui, je comprends. Il a juste décidé de faire le saut à Montréal. Ben moi, j'aime Montréal. Donc, il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Là. Ben non, c'est la même élection en même temps. OK. Donc, il ne se présenterait pas à Québec, il se présenterait à Montréal. Écoute, c'est la première fois que je l'entends celle-là, mais j'ai trouvé ça spécial, mais je me suis dit, why not? Mm-hmm. Tu sais, le coup de circuit qu'il vise, c'est une invitation à tout le monde en parle. Sur un sujet X qu'il va essayer de provoquer. Je ne sais pas ce qu'il va essayer de provoquer, là, mais il va essayer de provoquer une invitation à tout le monde en parle suite à un sujet d'actualité. Et s'il arrive ça d'ici le printemps, il pourrait faire le move. Wow. Ouais, ça serait quelque chose. Il va y avoir des plaques. C'est quoi? C'est tectoniques qui vont se. des mots compliqués. Hein? Ouais, c'est trop compliqué pour moi. Il risque d'y avoir beaucoup d'affaires, beaucoup de passes qu'on pense un peu psychédéliques. Mais ça brasse. Ça brasse. Puis nous autres, en tant que tel respect citoyen, bien, c'est sûr qu'on ça réglerait le cas de lui. Parce qu'un de moins, tu comprends-tu que si lui, mettons, ne se représente pas, ça change toute la game. C'est sûr. Là, il n'y a pas d'histoire d'union nécessaire. Mm-hmm. Tu sais, pas au point où tu as besoin de penser une patente. Oh, faut que je sois absolument à côté. Parce que moi, l'histoire de. Comment il s'appelle? Voyons, Ahmad. Ouais. Puis je vais lui dire, mais si je le vois, c'est parce que. Il me semble qu'ils ont eu le temps, ce monde-là. C'est juste ça. Je me dis, crif. Il me semble qu'on est dû pour du nouveau. Du nouveau monde. Du nouveau monde. Si vous voulez des changements, si vous voulez des nouvelles choses qui se passent, puis je vais vous en parler des nouvelles choses. Comme? Je vais vous en parler. En fin de semaine, notre AGA, là, on va faire voter les gens. Là, OK? On va faire voter les gens sur l'aspect du respect des citoyens, le respect des deniers publics, la transparence, l'imputabilité, le respect des citoyens. Je vais te parler d'une clause qu'on va faire voter à nos membres. Vous savez que quand on fait des assemblées, là, il y a ce qu'on appelle là, une procédure qui s'appelle le Code Morin. Là. C'est la façon de procéder lors d'une AGA, donner la parole, ces choses-là. Mais nous, on arrive avec le règlement Gosselin. OK. Le règlement Gosselin, c'est tout simplement une clause qu'on propose, qu'on veut faire voter, où qu'à partir du moment où tu es élu sous une bannière, tu ne peux pas... Si jamais tu changes, il faut que tu remettes ton poste en jeu. Exactement. Parfait, j'adore. Bon. J'adore ça. J'adore le nom. Oui, la clause Gosselin. On a trouvé ça. Après ça, au niveau des deniers publics, la responsabilité dans une optique, là, comme principe de base, où on prévoit que chaque décision, les élus sont imputables. Bref, dans l'ensemble, il faut autrement dit que pour chacune des décisions qui sont prises par l'administration publique, il faut toujours qu'on évalue le coût versus le bénéfice. Ouais. Ça, c'est important à ce niveau-là. Après ça, on amène tiens-toi bien là, sur ta chaise, c'est un mot que tu dis depuis longtemps, là, mais nous, on le met sur papier. Quand on vous dit que respect citoyen, c'est autre chose. On veut amener la notion de recall. OK. Après 2 ans, ouverture de registre, signature de registre, s'il y a une majorité, pour faire en sorte que soit un conseiller ou une administration, qu'on retourne en élection parce que la majorité des citoyens ne sont pas satisfaits du service qu'ils reçoivent de la part de cette administration-là. On veut amener cette notion-là. Wow! J'adore ça. Ça, c'est chose. J'adore ça. La transparence aussi, on le voit en tant que tel, les élus de respect citoyen s'efforceront de rendre public toute documentation d'ordre financier, organisationnel ou administratif. Mm-hmm. Tout document permettant aux citoyens de bien comprendre l'étendue des impacts de leur choix et de leur choix en fonction des enjeux qui sont faits. On parle aussi de quelque chose d'intéressant, là, ça je pense que c'est assez clair. On parle de mettre le RTC en tutelle. Oh boy! Tu as des phrases magiques. Là. Ben là, c'est ça. Et c'est ce que vous avez souvent voulu avoir, là, ben nous, on va le mettre sur papier. Puis en fin de semaine, dimanche, les gens vont être appelés à voter pour ça. Nos membres en tant que C'est quand même une crosse, là, l'histoire du montant d'argent de je ne sais pas combien de millions qu'on était chercher sur les plaques, puis que finalement, le RTC ne fera pas tellement de ménage. En fait, je pense qu'il coupe 1 million et le reste, on va prendre l'argent qu'on a pris dans les poches des citoyens pour éponger le au début, il faut dire que le maire Marchand disait que ça ne servirait pas à ça, que ça servirait à autre chose. Mais là, la semaine passée, il a confirmé, non, ça va servir à éponger la dette au niveau du RTC. Où on sait où on a des problèmes au point de vue administratif. Il y a beaucoup trop de monde dans la bâtisse. Et ça, je l'ai toujours dit depuis le début. À partir du moment où une administration de respect citoyen se fait confier la tâche, la première des choses, ça va être de s'assurer que les bonnes personnes sont dans les bonnes chaises. Puis ça prend vraiment, il y a vraiment besoin, on a besoin de faire du gros ménage à ce niveau-là parce qu'à Québec, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Écoute, moi, j'ai assisté à une réunion. Là, je ne donnerai pas trop de détails là, dans mon cadre de mon travail. Là, puis c'était... Honnêtement, je te le dis, là, Jeff, je me suis concentré pour essayer de comprendre de quoi il parlait. Là, puis ça avait rapport avec l'eau, le fleuve, l'intégration des citoyens. Il n'y avait rien à comprendre. Ils ont gaspillé une journée, un hôtel, des pauses café, des repas pour parler de quelque chose de complètement abstrait. Là. Tu te dis sérieusement, là. Sérieusement, c'est à ça que notre argent sert. Là. Non, c'est fou, c'est crazy. C'est fou. Ah, ils vont nous faire virer fous. Non, il faut qu'il y ait un changement, puis il faut qu'on revienne à la base, la voirie, les égouts, les vidanges, la base. C'est ça que les gens demandent. C'est de plus en plus de villes qui font des vidanges 3 semaines. Ça s'en vient, on était 2 semaines, là, on s'en va 3 semaines. C'est sûr que oui. Là. Il y a des précédents qui ont été créés. Là. Fait que ça fait partie du principe de base de respect citoyen, puis c'est là où on diffère beaucoup. Parce que tu sais, tu me parles tout à l'heure de... Puis je donne, tu sais, comme je te dis, là, je donne toutes les lettres de noblesse dans leur expérience passée, mais chez Respect Citoyen, on n'est pas des politiciens. Pour la majorité, on est des entrepreneurs. Des citoyens. Des gens qui savent compter, puis qui comprennent la valeur de l'argent. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise en charge. Les gens sont tannés, il faut qu'il y ait un virage, puis de toujours brasser la même soupe avec les mêmes ingrédients, tu vas avoir le même résultat. Il faut que tu fasses autre chose, puis c'est ce qu'on propose. Puis dans le cadre de ça, puis je veux faire un lien avec une parole que Jerry a déjà dit dans le passé, dans une autre conversation qu'on avait eue. Je vais vous parler, grosso modo, je vais juste faire un lien, puis là, je me pose des questions. La semaine passée, vous savez qu'il y a 3 anciens administrateurs de la Caisse de dépôt qui ont été accusés aux États-Unis pour malversation. Ils ont 250 millions de pots de vin qui ont été versés à une société indienne où la Caisse de dépôt a investi plus de 630 millions dans cette ferme-là. Et cette ferme-là, maintenant, je ne sais pas si elle a été write-off, là, mais elle est sur le bord de l'Light. Ils sont délistés, je pense, de la Bourse de... Ils sont délistés de la Bourse de New York. Bon, exactement. C'est Azure Power. Exactement, Azure Power. Puis, ce qu'on apprend là-dedans, puis où ça me fait réagir, puis où vous allez comprendre mon lien, c'est que les 3 accusés disent qu'eux, ils ont fait ce qu'on leur a demandé au niveau de la direction. Pot de vin. Pot de vin. 250 millions. Ce 250 millions de pots de vin-là, Bodland des Québécois. C'est votre argent à vous et moi. Là. Bodland des Québécois. Première question que je vous pose. Si ce ne serait pas des mécanismes de surveillance américains, qui ici aurait découvert ça? Personne. Là, c'est la SEC qui l'a découvert. C'est ça? C'est le genre de choses que... C'est la police de la bourse qui l'a découvert, c'est ça? Exact. Je veux juste vous lire un commentaire du temps, là, lorsque la Caisse de dépôt avait investi en commission parlementaire à l'Assemblée nationale en mai, le PDG de la Caisse de dépôt, Charles Lemont, s'était fait rassurant. Ce n'est pas un investissement pour lequel on va avoir une perte nécessairement, avait-il soutenu. Allô? Ils ne sont même plus listés en bourse. Et là, je vous ramène, je vais faire mon lien maintenant pour le municipal. Le 9 mai dernier, 2024, la Caisse de dépôt, il y a eu un cash call pour Alstom. Ils ont dû mettre 257 millions dans Alstom. Tabarnak. OK? L'institution a déjà mis 4,5 milliards de dollars dans le groupe français ferroviaire. Ils ont rajouté 257 millions. Ça, c'est le 9 mai. Le 12 juin, ils déposent leur rapport à la ministre des Transports concernant la mobilité à Québec en disant que ça prend un tramway. Pensez-vous qu'ils sont actionnaires majoritaires d'Alstom? Pensez-vous qu'ils allaient dire autre chose qu'un tramway pour faire fonctionner leur affaire? Écoute, fait que là, je me pose des questions. Là, ça, c'est mon côté, semble-t-il, c'est mon côté conspi. Chaque fois, je parle de ça avec notre chum Joe Hamel. Joe, il dit ouais, ça, c'est Jeff le conspi. Mais excusez-moi, là, ça pour moi, c'est assez clair. Là. Ça, c'est vraiment clair. Il y a vraiment un conflit d'intérêts. Puis là, on nous dit que peut-être la Caisse de dépôt pourrait être le maître d'œuvre du projet. Ben oui. Pendant ce temps-là, la Ville de Québec, la semaine passée, vous avez vu, ils veulent continuer à faire des expropriations le long du boulevard Laurier. Ils achètent des terrains. Ils veulent pas juste faire des expropriations sur le long du boulevard Laurier. Ils veulent exproprier l'hôpital. puis le manoir Ronald McDonald. Oui, exact. Vous avez vu ça, Jerry? Ah oui, j'ai vu ça. L'hôpital qu'on vient de bâtir. Mais c'est parce qu'il va falloir que la Ville de Québec comprenne que le 8 décembre l'année passée, 2023... C'est le centre mère-enfant avec l'urgence. Exact. Ouais. De bord, c'est le centre d'achat, l'autre bord, c'est l'hôpital. Ben oui. Ils sont fous, Chris. Mais la Ville de Québec s'est fait enlever ce projet-là. Là. Quand ils ont décidé d'enlever ça des mains de marchands parce qu'ils n'ont pas accepté son plan, là, c'est fini. Mais eux autres, là, ils continuent à garder un bureau de projet avec 147 employés qui travaillent tous en télétravail. Ils font quoi, ça? Ils font du sudoku. Okay, c'est à 100 000 par année. Tabarnache. Tu vois, là, le centre, là, le bureau de projet, là, leurs bureaux sont dans Le Bourgneuf.
Ils sont dans le Bourgneuf, l'autre côté de Laurentien, là, de l'autre côté du Costco. Là. Ben, il n'y a personne dans Bâtisse. Il n'y a personne. Ils payent des locaux, puis ils payent ça, puis la moyenne de salaire au bureau de projet, c'est 100 000. OK, mais on n'est pas capable. Si, mettons, on leur demandait, est-ce qu'on peut voir ce que vos employés font d'une journée en travail, n'importe quoi, là? Comme Elon Musk a demandé aux employés de Twitter, envoyez-moi une ligne de code. Ouais, Personne n'a envoyé de ligne de code. OK, parfait, je te calisse dehors. T'es incapable de savoir ce qu'ils font en tant que tel. On ne sait pas du tout, à part arriver avec des histoires de même qui veulent continuer à faire des choses comme celle-là. Fait que, tu sais, je regarde, je veux dire, premièrement, la Caisse de dépôt va être maître d'œuvre dans le projet. Je veux dire, vous regardez actuellement le REM, on a su par la vérificatrice, là, on est parti d'un projet de 5,7 milliards pour le REM, qui est à 9,4 milliards, quasiment le double. Ouais. C'est la caisse, c'est la Caisse de dépôt infra, là, c'est eux autres qui ont... Alors, pensez-vous que c'est rassurant pour le projet de tramway? Mais non, c'est les zéros. Puis au niveau de la Caisse de dépôt, le lien que je voulais faire tout à l'heure, c'est que moi, je me souviens très bien que Jerry avait dit, la Caisse de dépôt, là, tu gardes une quarantaine d'employés, puis tu fais appel au fonds souverain norvégien. Bon, oui. Tu les laisses gérer ça. Eux autres, ils vont te gérer ça. Tu gardes juste du personnel de bureau pour faire un peu la transition, m'envoyer du papier, puis le reste, ça va être ça. La Caisse de dépôt, je m'excuse, mais dans les 15 dernières années, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe totale. Puis ils n'ont pas d'affaire à s'intégrer dans des projets risqués. Ils sont là pour faire fructifier notre bas de laine, pour faire en sorte qu'on ait une pension. Initialement, c'était ça. Quand il y a eu la fondation de la Caisse, quand tu vas lire les vieilles histoires, les autres, ils étaient apolitique, il était indépendant. Mais aujourd'hui, Christophe, c'est un outil politique. Oui, exactement. Mais là, ça n'a pas de sens. Ce que moi, j'ai su, Jeff, là-dessus, puis ça, c'est un peu épeurant, parce qu'on sait, on a encore des super bons sondages sur Poilievre, qui serait à 30 d'avance là, au niveau des sondages au niveau du fédéral. On sait que Poilievre ne mettrait pas une scène dans le tramway. On le sait, il l'a dit, puis je pense pas qu'il change d'idée. Je sais que tu es un petit peu plus sceptique, mais en tout cas, moi, je le pense qu'il va tenir sa parole là-dessus. Mais là, ce qu'on pense, c'est que si dans le cas où le fédéral ne s'implique pas au niveau du projet de tramway, ben c'est la Caisse de dépôt qui prendra la place du fédéral. Ouais. C'est beau, hein? Ben oui. Ça va être beau. Ouais, je sais pas ce qu'on fait d'un train. Sérieusement, là. Puis là, après ça, pendant ce moment-là, à Montréal, au niveau de la prolongation du REM à Montréal, là, on parle d'un projet total de 36 milliards de dollars. Ouais, ils sont fous. Moi, j'ai-tu bien entendu la semaine passée, Éric Girard, qu'on était dans le trou de 11 milliards là, au niveau du budget d'opération? Oui, ben ça, en plus, c'est caché un peu, là. C'est plus que ça. Là. Bon, tu sais, fait que je veux dire, ils vont la prendre où, cet argent-là, à un moment donné, là? Parce que je tiens à mentionner à tes auditeurs, aux pirates, là, que si vous êtes propriétaire de logement, là, les taxes, s'il y a une augmentation de taxes, là, c'est 100% applicable. Il n'y a pas c'est pas un pourcentage, un tableau de gradation. Là. S'il y a une augmentation de taxes, c'est 100%, tu transfères ça à tes locataires. Là. Fait que là, ça va vous coûter une fortune. Là. Tout va augmenter, puis ça aidera rien au niveau de l'aspect fiscal québécois. Là. Non, c'est crazy. Fait que ce projet-là... Donne la chair de poule. Non, donne la chair de poule. Faut que ça finisse. Là. Alors, ça fait partie de tout ça. Donc là, la rencontre avec les membres, c'est quand? C'est dimanche, à l'Hôtel Québec. Oui. Donc, ça commence à 9h. L'Hôtel Québec, c'est sur Laurier, c'est ça? Oui, c'est celui-là. Présentement, il faut faire un petit détour là, par la vigerie parce que là, on est en train de creuser le tunnel. Là. Et depuis la semaine passée, il nous reste environ 27 ou 28 places de disponibles. Et on a ouvert la possibilité à des gens qui sont non membres de venir assister à l'OGA. Des gens qui trouvent notre discours intéressant, mais qui ne se sont pas fait une idée encore, ils peuvent venir. C'est 35 $. Ça comprend la pause café, le dîner, avec la salle, puis tout ça, l'audiovisuel. Et par contre, c'est sûr que si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas voter. Ça, c'est évident, là, à ce niveau-là. Mais au moins, vous allez pouvoir écouter. Puis on va parler on va présenter aussi, on va présenter la plateforme, on va faire voter les gens sur la plateforme. Il y a des candidats qui sont déjà pas déterminés parce qu'il va y avoir, chacun des quartiers, il va y avoir des assemblées, mais il y a des gens dans différents endroits. On a peut-être 8 personnes là, qui sont déjà identifiées, qui veulent se présenter dans différents districts. Ils vont se présenter. Il va y avoir l'élection aussi d'un CA. Des gens peuvent... Alors, ça va être vraiment intéressant. C'est une vraie histoire sérieuse. C'est très sérieux. Les gens vont voter de façon électronique avec leur téléphone ou leur tablette. Ça va être... on travaille très fort. Puis il faut comprendre aussi que chez Respect Citoyen, on est tous des bénévoles et qu'on a des jobs. Là. Alors, dimanche, là, les gens qui sont intéressés, venez nous voir.
L'Hôtel Québec, sur le boulevard Laurier, c'est de 9h à 16h. L'invitation est lancée, les amis. Oui, puis on espère avoir bien des gens. On parle, mais des fois, il faut mettre à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, il faut se lever. Là, je veux dire, je comprends que ça demande un effort, là, mais à un moment donné, là, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il va falloir se lever. Bien, c'est un peu ce que je disais cette semaine. Cette semaine, on nous parlait de toutes sortes d'affaires. On nous parlait de Trudeau, de ci, de ça. Mais Chris Trudeau, là, il est là depuis 2015. On a la chance de le mettre 2 fois dehors. Puis on l'a réélu. Tu sais, à un moment donné, nos votes valent quelque chose, notre implication vaut quelque chose. Tu sais, il faut absolument faire plus que ce qu'on fait là pour avoir ce qu'on veut. Parce que si on continue avec la même recette, c'est une recette qui nous amène au cimetière. Là. On se dirige. Il faut se réveiller. Puis à un moment donné, il faut reprendre le contrôle de nos choses parce que notre argent est vraiment dilapidé. Puis ça ne peut pas continuer. Exact. Stéphane Lachance, parti Respect citoyen. Toujours un dimanche, plaisir. Hôtel Québec. Take care, man. Merci. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Yann et Frank, mais pas de Yann pour la version des cheap. Yann va se joindre à nous autres sur la version Prime. Beaucoup de choses, mon ami Frank a jasé Christy aujourd'hui. Regarde, est-ce que t'as... Je sais que on parlait de ça avant de commencer, le vidéo des 2 filles qui... c'est comme une mode là, de chier sur les hommes hétéros, mais je vais te dire une affaire. Regarde, je vais juste te dire ce que j'ai dit à Jerry tantôt dehors des ondes. J'ai 2 filles. Mes filles ont 22 et 20 ans. Si à 30 ans, sont encore dans le genre puis qu'ils nous arrivent avec un... Mes filles font un podcast et c'est ce que ça produit à 30 ans à peu près. Je te jure, je les renie ici. OK? Mes filles sont avisées. Si vous êtes de même à 30 ans, vous vous comportez comme des astis d'ados, puis que vous êtes en guerre contre je ne sais pas trop quoi parce que vous êtes dans un confort total, hostie, je vous renie. Je vous déshérite. C'est sûr. Donc, mes filles sont avisées. Voilà, c'est fait. Mais c'est fucké pareil, cette affaire-là, parce que, tu sais, je pense que ce qui écarte le monde sur plusieurs sujets, c'est un peu toujours le même fil conducteur, c'est le 2 poids, 2 mesures. Ou les doubles standards, appelez ça comme vous voulez, là, utilisez l'expression de votre choix. Là. Mais l'idée, c'est un peu de dire, Christy, dans la même semaine, on fait un documentaire, puis tout un chiard pour dire hey, c'est pas drôle, ça, les mâles alpha là, qui veulent mettre leurs femmes dans la cuisine, puis tu sais, toute l'histoire. Il faut dénoncer ça, la misogynie, puis tout. OK, fine, il faut dénoncer la misogynie, puis les gars qui se passent au-dessus des filles. 3 jours plus tard, on nous fait des reportages apologétiques dans le journal d'un mouvement de femmes qui est parti de Corée du Sud qui nous explique que, dans le fond, se passer des hommes, c'est bien correct, puis que les hommes, c'est de la merde, puis ci et ça. Là, tu te dis, ben, ça marche pas, cette affaire-là. Si ça marche pas d'un bord, ça marche pas de l'autre non plus. Parce que, moi, je veux dire, la raison pour laquelle je t'ai tout le temps trouvé que la misogynie, c'était de quoi de stupide, c'est que je me dis tout le temps, vous avez pas des sœurs, vous n'avez pas des filles, vous n'avez pas une mère, une grand-mère. Je veux dire, moi, je les aimais, mes 2 grands-mères. Je l'aime, ma mère. Mes sœurs, je les aime. Si j'avais des filles, je les aimerais aussi. Fait que tu peux pas dire toutes les femmes, c'est des ci ou des ça. Fait que, moi, quand j'entends le discours inverse de l'homme blanc, moi, l'homme hétérosexuel, ben, d'après moi, ton père, fille, c'est pas mal un homme hétérosexuel. Oui. T'as pas de ta vie, là, mais puis même si t'as 2 mères parce qu'ils se sont fait inséminer, au bout de la paille, puis il y avait un homme. Oui, mais c'est surtout bien de la bullshit, là. C'est des filles qui, le soir, s'en vont à tel bar à Montréal où il y a de la veuve Clicquot, c'est bourré de mâles, c'est bourré de machos, bourré de cash, et c'est ça qu'ils veulent. Puis à 11h, ils s'amusent, puis ils font ce qu'ils ont à faire. C'est rien que de la marde pour essayer de fitter dans l'air du temps. Pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, on fait juste l'écouter quelques secondes, OK? Depuis, genre, la semaine passée, quand vous voyez des hommes, pour vrai, je me sens mal de dire ça, mais ça n'a pas de bon sens, là, genre comme tantôt. Je m'en vais me chercher un café dans un dépanneur. J'ouvre la porte, je fais juste tirer la porte au gars. Le gars, moustache, genre barbe, tout ça. Full profil, genre full alpha, genre. Ouais, puis il me dit même pas merci. Puis là, ça me frustre tellement. Puis je suis comme, clairement, là, lui. On dirait que là, dans ma tête,
c'est tous les gars. Sont comme des ennemis. Ben moi, je suis célibataire, puis là, je suis posée de dater, mais présentement, je suis comme, je vais pas dater mon pire ennemi, là. Un homme blanc hétérosexuel, ça représente tout ce que j'aime pas dans le monde. Fait que là, tu disais tantôt que personne choisit son orientation sexuelle. À quel point j'aurais pas le choix d'être hétéro dans ce monde-là, là, si j'avais eu l'option. Fait que là, présentement, je peux aller en date avec ces hommes-là. Là. Moi, je me sens pas du tout. Je vais aller en date, je vais juste m'obstiner qu'eux autres, là. Ouais, mais t'as vu, on va le dire, là. Ça, là, je sais pas si dans la vie de tous les jours sont de même. Là. Je sais pas s'ils jouent la comédie. Je sais pas si c'est un script un peu. Mais on va le dire. C'est des estis de connes, là. Ce bout-là est vraiment cave. Là. Au-delà de. Moi, je crois à rien de tout ça. Là. C'est adolescent. Je sais pas, ils ont quel âge. Ils ont l'air des filles de 25-30 ans à peu près. Là. C'est ça. Ils ont l'air à des flounes de 16-17 ans. Tabarnache, les filles. Comment, là? Je sais pas, vous avez besoin d'un guide. Là. Il y a besoin, tant mieux pour vous. Vous avez eu un bon succès avec votre podcast. Semble-t-il que c'est le podcast numéro 1 au Québec. Bravo à vous. Mais vous avez besoin de quelqu'un qui vous dirige parce que là, vous êtes en train de l'échapper, pas à peu près. Ce podcast-là va juste mourir. Il n'y a rien à gagner avec ça. Il n'y a rien. Je connais pas de filles. Mes filles ne pensent pas ça des hommes, moi. Les filles que je connais, qui sont les amies de mes filles, ils n'ont pas ce feeling-là sur les hommes. C'est quoi qui se passe au Québec? Les enfants chient dans leur couche à 7 ans, sont bourrés de pilules, le monde est en dépression, ça écoute la TV à longueur de journée, ça a peur d'un virus. Chris, c'est quoi qui se passe dans la société? T'es bon là-dedans, t'es un philosophe. La société québécoise a plus de fun, elle a plus le goût de rien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, je pense que sans vouloir faire un trop gros détour, là, mais je pense que ce qu'on voit en ce moment dans bien des places en Occident, c'est une population remplie. Tu sais, c'est parce qu'on s'est fait à croire qu'en sortant de l'Église, là, on allait tous devenir du monde qui se sert de leur cerveau, qu'on allait, tu sais, la laïcité puis l'athéisme, là, ça allait comme nous permettre d'évoluer puis d'être plus libre, plus avoir nos propres idées, puis se servir de notre tête, puis tout ça. Mais, tu sais, force est de constater qu'il y a une partie du monde que, tu sais, si tu sors de l'Église, en gros, là, ils vont se réinventer une religion. Tu sais, il y en a qui sont des colliers d'énergie, puis dans des affaires New Age, tout ça, les bouddhas de plastique, puis tout ça. Mais il y a du monde qui, finalement, leur religion, ça devient un peu leur nouvelle mouvance politique. Le véganisme, nomme-les toutes. Là, vous voyez autour de... Il y a comme c'est le genre de nouvelles religions urbaines. Là, c'est beaucoup urbain. Là, c'est un phénomène très urbain. Tu te dis, ben, je ne suis pas sûr que ces gens-là, à une autre époque, ça n'aurait pas été des espèces de fondamentalistes religieux. Mettons, à une époque là, où c'est dominé par la religion catholique, je pense qu'il y a du monde qui sont dans des mouvances là, sociales de croire à toutes sortes d'affaires weird. Les hommes, c'est tout de la merde, ou faut lutter contre l'exploitation animale, puis on mange plus rien, puis on touche à plus rien qui vient d'un animal. Le fait de surinvestir toutes ces croyances-là, ça dénote un vide spirituel là, dans notre société. Oui. Je pense que c'est ça que ça montre d'une certaine manière. C'est que les gens, je pense, pas tout le monde, mais une partie du monde avait besoin d'avoir un truc vertical là, avec une organisation sociale qui s'appelait la religion. Ça peut être les protestants, les catholiques, les juifs, peu importe. La religion comme telle n'est pas si importante que ça. Mais le fait d'avoir une structure morale, quelque chose qui t'est enseigné dès la naissance, dès l'enfance, de voici le bien, voici le mal, voici le but dans la vie. Il faut que tu te comportes bien avec les autres, sinon tu vas aller, tu ne pourras pas aller au paradis. Toutes les affaires qu'on se faisait dire. Je pense que des gens, si tu leur enlèves ça, ils vont recréer d'autres affaires pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Tu sais, moi, d'avoir des gens qui sont embrigadés dans des idéologies politiques, au plus encore que des religieux peuvent l'être, tu te dis, ben ça, c'est quelqu'un, en fait, qui est à la recherche d'un sens à sa vie. Là. C'est du monde qui n'ont pas de spiritualité, ils n'ont pas de vie intérieure, puis ils s'en cherchent une. Tu sais, quand tu es rendu à surinvestir des affaires de même, puis... oh oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça 200%. Il y a un vide. On est dans une société qui est vide. Tu sais, il y en a qui vont dire, on est peut-être trop confortable, etc., etc., mais je pense que c'est plus au niveau spirituel. Tu as raison, il y
il y a un vide des valeurs, il y a un vide des priorités, il y a un vide... Tu sais, quand tu n'es même plus capable d'élever tes enfants comme du monde, que Christophe, ils ont une couche rendue en première année. C'est n'importe quoi. Puis qu'ils ne sont pas capables d'attacher leurs souliers. Ils ne sont pas capables de rien faire. Ils ne sont pas capables... Ah, mais l'école ne leur a pas montré, etc., etc. Tu disais, voyons, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas peler une banane. Ah, c'est ça. Ça, c'est épouvantable. Mais tu sais, faites juste remarquer, mettons, la gestion du deuil des personnes âgées versus les gens qui ont... des gens qui sont dans la population active. Remarquez ça autour de vous. Moi, je l'ai remarqué, ça fait un bout. Là, ça ne m'avait pas frappé avant, mais ça m'a frappé dans les dernières années. Puis, je ne juge pas les gens. Okay, là. Les gens réagissent comme ils peuvent, puis c'est bien correct. Là. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu vois des gens qui quittent dans ton entourage, qui décèdent, en général, les personnes âgées qui sont croyantes, qui croient en la vie après la mort, toutes ces choses-là, en général, ils ont une manière beaucoup plus sereine de vivre ces choses-là. Oui, ils ont un deuil, oui, ils pleurent, oui, ils trouvent ça triste, tout ça. Mais les gens de notre époque qui ne croient plus à rien, qui sont attachés à rien, tu vois de plus en plus des gens qui sont dans des dépressions de 2-3 ans suite au décès d'un proche, qui ne sont pas capables de reprendre le dessus. Puis c'est pas parce que c'est du mauvais de la longue COVID, si bois qui n'existe pas. Ben, les patentes de la COVID, la COVID longue, ça n'existe pas. Après le burn-out, ça a été la COVID longue. Après les dépressions, ça a été ci, ça a été ça. Il y a toujours une petite babelle pour essayer d'être out de la société puis se rester dans son lit à longueur de journée. Mais ça montre qu'il y a un vide quelque part. Là, je veux dire, c'est pas de la science infuse, là, ce que je dis là, mais je veux dire, je pense qu'on le constate. On ne met peut-être pas les mots correctement dessus, mais même le fait que la politique soit de plus en plus polarisée. Ils utilisent ce mot-là, ils aiment ça, là, les journalistes, la polarisation. Là, la polarisation de la politique. On est de plus en plus polarisé, puis c'est de plus en plus blanc ou noir. Puis, OK, fine. Bon et méchant. C'est surtout bon et méchant. Ouais, si vous ne trouvez pas que ça ressemble à un discours qui s'apparente à un discours religieux, le fait que des gens soient motivés à ce point-là à s'impliquer dans des causes politiques puis religieuses, ben, c'est un peu le même sentiment qui poussait des gens à s'impliquer dans leur communauté avant pour être des chevaliers de colonne, des filles d'Isabelle, dans toutes les affaires que vos parents ou vos grands-parents étaient pour s'impliquer dans la communauté. Mais aujourd'hui, ces trucs-là existent moins ou la vie religieuse n'existe plus. Fait qu'ils surinvestissent la politique. Fait qu'au lieu d'aller faire la soupe populaire, ils vont poser des pancartes politiques ou ils vont... si tu le vois, là, que les gens ils sont comme à la recherche de quelque chose. Parce que juste le fait de travailler, manger, aller aux toilettes, puis dormir, c'est comme pas assez. Là. Ils cherchent de quoi de plus que ça. Fait que là, ils se trouvent une cause, ils se trouvent une affaire. Tu sais, les jeunes là, qui vont se taper, qui vont se couler les mains dans le ciment là, sur des routes ou dans des garages ou peu importe là, pour protester contre le pétrole puis whatever. Au fond d'eux autres, ils font ça parce qu'ils ont un malaise. Ils savent. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils identifient peut-être pas les bonnes causes. Peut-être leur cause, ça n'a pas rapport. Peut-être leur geste n'a pas rapport. Mais au fin fond, c'est du monde qui ont un mal de vivre. Et les deux filles qui allaient pitcher de la soupe sur des peintures de Van Gogh dans des musées, des affaires de même, ils ont un mal de vivre, ces filles-là. Ils ne sont pas heureuses. Tu peux pas être heureux puis faire ça. Mais non, c'est sûr que... Mais imagine-toi, OK? D'abord, premièrement, je veux juste dire, thank God, 1967. Dans mon cas, c'est mon année. Donc, j'allais là. OK, moi, je vais te dire une affaire. Là. Ah oui. J'ai eu une hostie de belle jeunesse. Je veux saluer. Il y en a dans la gang qui sont devenus des matantes. Ils ont peur de Trump. Ils ont eu peur de la COVID. Ils votent probablement QS aujourd'hui. Pas grave. On a eu du fun. On ne s'est pas écœuré. Il n'y avait pas d'histoire compliquée de même. On a eu une hostie de belle jeunesse jusqu'à l'heure. Puis, thank God, j'ai rencontré ma femme, hostie, qui n'a rien à voir avec les femmes que je vois là en ce moment. Mais je pense à mes filles. Je pense à ton gars. Ta fille a un chum maintenant. Mais je pense à ton gars, Jerry, Chris, qui a de la misère à se trouver. C'est un sujet de discussion qu'on a eu il y a même pas un mois. À un moment donné, on prend une bière ensemble. T'sais, moi, mon fiston, il est début trentaine. Là. OK? Puis t'es dans la fleur de l'âge là, quand t'as début trentaine. Puis moi, j'expliquais un peu, on jasait. Puis dans mon temps, je dis dans mon temps, comme si j'avais 100 ans. Et calvasse que les filles étaient intéressantes. T'as peu, là. C'est moi, quand on commençait à côtoyer... Pas des amourettes de 16 ans. Là. Je vous parle là, quand les filles ils ont 22, 23, 24 ans, puis tu commences à connaître du monde. Wow! C'était sur 10 filles, là, il y en avait 9, là, avec de la personnalité, des filles, des femmes. Ils étaient intéressantes, ils étaient passionnés.
Aujourd'hui, Criff, c'est des névrosés, des greens mélangés comme le Christ. Sont ces pilules, sont fuckés. Il y a une espèce de... Ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, là, dans mon temps, là, il y en avait 9 sur 10 qui disaient OK, oui, OK. Elle, puis elle, puis elle. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais non, aujourd'hui. Sur 10, il y en a 9 complètement sautés. C'est complètement sauté. Tu veux même pas. Elle est belle ici. Qu'est-ce que tu passes à côté? Tu te sauves. Tu te sauves. C'est elle va se cramer ma vie. Elle traîne un bagage de folie. Tu sais très bien que dans 10 ans, ça va finir ses pilules. Ça va finir avec, je sais pas trop quoi. Elle va coucher avec sa chum. Elle va crisser là avec les enfants. Quelle époque de merde. Puis quand c'est rendu, excuse-moi, là, mais quand c'est rendu que ton fiston, quand il est rendu à la 3e bière, là, il dit, Christophe, je pense que peut-être que ça va être une fille à l'international. Latina! Il s'en va en Italie l'été prochain, j'ai dit. Oui. Ben oui. J'ai dit. Moi, si je suis un gars. Comprends ça, patente, là? Si je suis un gars, mettons, j'ai 19 ans aujourd'hui, je m'en vais quelque part au Mexique. Je m'en vais en Amérique du Sud. Je m'en vais en Floride, en Floride, chercher une Latina. Je m'en vais au Texas. Assis avec des valeurs qui ressemblent aux valeurs normales. Oui. Je vois le vert, pas avec une gang de cinglés de même. Hey, Frank, t'as passé proche, là, l'âge que t'as, là. Quand tu vas finir le podcast tantôt, si ta blonde travaille à la maison, tu vas accoler, tu lui fais une belle colle, tu lui dis « Love you tellement, ma blonde. » Elle va dire « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? » Qu'est-ce qui se passe? Il faut se rappeler, on le sait pas. Mais Christophe, qu'on est chanceux. On a passé proche du désastre. Oui, puis tu sais, encore là, moi, je pense qu'il y a vraiment un gros clash là-dessus. Là. Tu sais, ceux qui se promènent là, ou ceux qui nous écoutent qui sont plus dans une région du Québec, là, c'est le Lac-Saint-Jean, Abitibi, Gaspésie. Très c'est vrai. C'est tellement un autre monde. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je regarde, mettons, mon frère. Il a rencontré sa blonde, ça fait plusieurs années, plus jeune que moi. Tu sais, ils ont 2 enfants. Sa blonde, son seul objectif, c'était d'avoir un emploi qui a de l'allure puis de fonder une famille. Là, puis, ils sont en voie de ça. Puis je les écoute parler quand on se voit, puis on se voit peut-être pas assez souvent parce que, bon, c'est la distance puis tout. Mais moi, quand je rencontre le monde de ma famille, les connaissances, tout ça, les amis qui sont en région, j'entends jamais parler de ces crises de folie-là. Non. C'est vraiment des trucs d'urbain, ça. Là. Puis, tu sais, je parlais avec un auditeur qui me disait ça. Il disait, tu sais, cet été, il dit, je suis allé faire du vélo, fait du vélo de compétition. Puis, disons, le trajet qu'on faisait, on passait aussi dans des États américains, tu sais, comme l'Arkansas. Puis, il était en Louisiane aussi un bout. Puis, il dit, tu sais, les gens, ils pensent souvent, c'est républicain et démocrate. Tu arrives dans une place, il n'y a que des rouges, d'autres places, il n'y a que des bleus. Il dit, Chris, j'étais en. Il dit, t'arrives au Mississippi, dans une ville, puis il y a des cheveux bleus, des springs dans le nez, il y en a aussi, là. C'est même dans ces places. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que tous les endroits c'est rendu ça un peu partout dans tous les pays. Le fossé qui s'est créé entre les villes et les régions urbaines, périurbaines, il y a des tests à faire. Puis la campagne, c'est 2 mondes. Là. Ça veut dire qu'il y a des tests à faire. OK? Premièrement, il faut que tu aies dans des places où tu sais. Mettons, l'année prochaine, OK? Saint-Agapi, le festival de country qu'il y a là. John Pardy le vendredi soir, puis Cole Swindle le samedi. OK? Tu vas là. Si le show il y a Kane Brown qui vient à Québec. Vous devez aller dans ces shows-là. Toutes les filles qui ont de l'allure écoutent du country en ce moment. Ils n'ont pas de cheveux bleus. Ils n'ont pas de tatou qui monte jusqu'à l'oreille. Ils n'ont pas de patente de main. Écoute, c'est un peu ce que ma fille me dit. Elle dit, moi, la raison, elle dit, pourquoi je vais à Saint-Tite? Elle dit, toutes les astis de folie, on ne les voit pas. On voit juste du monde comme on voit du monde normal. Elle est allée à l'école en Floride. Donc, elle compare souvent avec la Floride. Elle dit, on dirait ma gang de Floride. T'as raison. Il y a une folie urbaine qui, malheureusement, est en train de faire des petits à quelques endroits. Il y en a certainement à Chicoutimi, il y en a certainement à Gatineau, il y en a certainement à Trois-Rivières. Mais il y a encore des places. Tu t'en vas dans le coin de sa sœur. Tu t'en vas dans le coin de ta sœur. Et où, là, ta maga, là? Ma maga, moi, est dans le coin de Bellechasse. Bon, dans le coin de Bellechasse, c'est... Laquette Chemin. Ses nièces qui sont toutes jeunes ont 6 enfants. Oui. Ils ont des calottes rouges à la tête. Il y a des guns dans le garage.
puis ils ont du country, ils ont du Morgan Wallen qui joue à tour de bras. C'est la réalité. Là. Bon, faut trouver des affaires. D'abord, premièrement, tu l'invites. La première place que tu l'invites dans un steakhouse. Oui. OK? Ouais, ça, c'est premier test. Premier test. On va manger dans un steakhouse. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Ça te pose la question, y a-tu d'autres choses que des steaks? T'as collé là. OK? Première affaire. Tu mets du country dans le char quand tu vas chercher. Ça te dit... T'écoutes du country, toi. T'écoutes, comme ma mère. T'écoutes du country, toi. T'as crisse en dehors du char. À part OK? c'est ta mère. Ouais, ma mère, j'ai pas fait ça, parce que c'est ma mère. Ouais, c'est ta mère, tu fais pas ça. Non, c'est pas ça. Tu fais pas ça. Mais là, c'est une blonde en données. Tu sais, je pense qu'il faut faire une liste de tests de même. Parce que... faut pas que ça soit une surprise. Ce que je veux dire, faut pas que ça soit une surprise qui va te péter d'en face après un mois. Il y en a que ça leur a pété d'en face pendant la COVID, imagine-toi. Pogné embarré dans la maison. Ils ont découvert qu'il y avait quelqu'un d'un peu bizarre de même. Là. Tu fais du pain de la journée. Ben oui, il fait du pain de la journée. Puis finalement, t'es pris que le gremlin. Là. Ouais, faut que je te parle. Les hommes blancs, ils m'énervent. Barnac, tu me dis ça, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ben oui, c'est pas mal. Moi, ça fait 10 ans que t'es avec moi, Chris. Non, c'est ça. Moi, je me dis tout le temps, où est-ce qu'on s'en va avec ce discours-là? Les filles qui tiennent ce discours-là, puis les gars, à l'inverse, qui ont le même genre de discours, mais du point de vue de ceux qu'on voyait, là, je pousse de la fonte, puis les filles sont toutes ci, puis sont toutes ça. Bon, OK, parfait. Mais on s'en va où avec ça? C'est quoi le but? Là? Le endgame de ça, c'est quoi? C'est de vivre dans une société où chaque gars trouve sa blonde, puis chaque fille trouve son chum, puis tout va bien, ou c'est de vivre dans un d'enfer où les sexes sont montés les uns contre les autres, que c'est la guerre de tous contre tous tout le temps. C'est quoi le but de ça? Avez-vous envie de vivre là-dedans? Puis, les gens qui disent ça, un moment donné, ils vont avoir des enfants ou, je sais pas, leur frère ou leur soeur vont en avoir aussi. C'est quoi? Tu veux que le fils de ta soeur soit pas capable de se trouver une blonde parce qu'il trouve tous les hommes, c'est de la merde, puis la fille de ton frère soit pas capable de faire sa vie avec un gars parce que les gars sont tous rendus qui se disent « moi, les femmes, là, regarde, là, c'est men go their own way. » Je veux rien savoir. T'as raison. On parle des femmes, mais les gars sont pas mieux. Là. Parler aux filles, là, les gars sont bizarres aussi. Là. Ça game, ça s'occupe de rien, ça veut juste fourrer, ça veut pas de commitment. Chris, t'es rendu à 27 ans, veut pas d'enfants, veut pas d'histoire. Les gars, ils ont peur des filles, ils ont peur de se faire laisser, ils ont peur d'avoir des enfants à charge, puis que la blonde est partie avec un autre, etc. Ils ont peur de tout, là, ça, finalement. Là. Donc, c'est pas mieux d'un bord. Là. C'est pas pire d'un bord puis de l'autre. C'est les deux bords qui sont... Mais moi, je souhaite que ça ressemble à notre jeunesse. Ben c'est ça, mais le climat est tellement mauvais en ce moment, oui. Ça se détériore que forcément, des deux bords, ça ira pas dans la bonne direction. C'est juste que le problème avec l'histoire du discours des filles qu'on entend, c'est que ce discours-là, il n'est pas réprimé socialement. La plupart du monde le trouve normal. C'est là le problème. C'est le fameux... double standard que je parlais au départ. Si tu dis que les incels, c'est un problème, il faut que tu dises que les filles qui ont le même genre de discours, c'est un problème aussi. Ça ne peut pas être normalisé, ça. Ça ne peut pas être la norme de dire « Ah ouais, OK, elle pense que tous les hommes blancs hétérosexuels, c'est de la crise de merde. Ah, ben, hey, es-tu fine? » Non, elle n'est pas fine. Puis non, c'est pas intelligent de dire ça. Parce que, je veux dire, on s'en va de nulle part avec ça. Mais c'est la réalité, Frank, c'est la réalité. Si moi, avant que ça parte, là c'est sûr que là, il est trop tard, là. Ils vont voir que c'est du sarcasme. Mais mettons que out of the blue, j'arrive puis il y a 3 mois. Moi, je vais dire, regarde, à part mes filles, puis à part ma femme, toutes les hosties de femmes, je vais nommer une couleur, genre. Je vais nommer une autre couleur que blanche. Ou je vais. Ah non, je vais y aller. Je vais y aller autrement. Toutes les femmes de couleur lesbienne, je les haïs à mourir, hostie. Je ne veux pas les rencontrer. Là, je serais. Non, c'est fini. Que j'ai plus un annonceur. Je suis barré par Spotify. Je me ramasse à la journée qui commence trop de bonheur, finit trop tard, et quelque chose de même. Ils virent ça en loup parce que ça peut finir. Ça se ramasse à telle place. Je finis, là. Eux autres, ils ont... En tout cas, ce qu'on me dit, ils ont le podcast le plus populaire du web en ce moment. Puis eux autres, ils n'ont pas vraiment de conséquences. Mais non, que c'est les hommes blancs. Pas grave. S'il avait dit les hommes noirs, nous autres, à chaque fois qu'on voit un homme noir, non, j'ai peur. Je sais que j'ai eu des relations avec eux autres, ils ont des gros pénis, puis j'ai tripé à mourir. Mais là, ils trippent tous sur Tate, puis c'est tous des gars qui nous traitent comme de la marde. Je les haïs à mourir, je ne veux pas les voir. Je veux juste les voir. Là, tu dis, tabarnache. Là, tout change, là.
Là, ils sont condamnés. Hommes blancs, hétéros, bof, pas bien. Ils sont pas invités à tout le monde. Ils sont pas invités à tout le monde en parle. Non. Ben, c'est comme l'homme blanc, finalement, c'est comme devenu le symbole de... c'est comme la dernière catégorie de monde sur laquelle tout le monde peut s'essuyer les pieds, finalement. Oui, c'est ça. Et fait que les gens en profitent parce que, tu sais, l'être humain, je pense que beaucoup de gens, là, en dedans d'eux, ils ont quelque chose de pas très beau qui consiste à haïr les autres. Puis là, ben, tu te dis, ouais, haïr les autres... Parce que là, si j'haïs telle minorité sexuelle, raciale, peu importe, ça va pas bien se terminer pour moi. Qui que je pourrais haïr sans avoir de problème? C'est ça. Ben, pendant la pandémie, c'était facile. Là. Ceux qui se vaccinent pas, puis ceux qui ont un casque de tôle sur la tête, eux autres, je peux les haïr. Tout le monde m'encourage à les haïr. Même le premier ministre à la TV me dit haïr-les. Oui. Fait que ça, c'est correct. Mais là, ça termine. Fait qu'il faut que je me trouve d'autres mondes à haïr. Ouais, l'homme blanc pas éduqué qui vote conservateur, lui, là, toi, mon tabarnak. Parce que c'est tout arrivé. C'est tout arrivé, le masculiniste, puis le masculinisme et l'histoire qu'on a là, c'est tout arrivé avec la patente de Trump. Là. Il n'y a pas de coïncidence là. C'est lié à ça. L'homme blanc, il vote pour Trump. Il est conservateur, j'y crache d'en face. C'est juste ça, là. C'est un autre moyen de cracher sur Trump indirectement. Ouais, on est tous responsables de notre Trump. Ils veulent avoir le Québec et le Canada, c'est toujours un peu, c'est la banlieue des États-Unis. Fait qu'on veut avoir notre face dans la photo, nous autres aussi. Là. Fait qu'il y a une histoire au sud. Fait, ça nous concerne aussi. Comment ça nous concerne? C'est quoi le rapport avec Trump, puis le Québec, puis le Manitoba? Ah, ben là, nous autres aussi, là, on a des enjeux, OK? Quoi? Ben là, nous autres aussi, là, les hommes de 18-45 ans, là, ils tripent sur Poilievre fort pas mal. Ouais, mais avez-vous peut-être pensé que si vous vous adressez, les autres partis ne s'adressent juste pas à ces gens-là? C'est quoi que le jeune homme de 18-40 ans, 18-35 ans, il veut quoi dans la vie? Lui, il veut une job qui a de l'allure. Il voudrait avoir une blonde, pour ceux qui sont hétéros. Il voudrait avoir une maison aussi. Il voudrait que sur son chèque de paie, il reste assez d'argent pour avoir des loisirs et pouvoir aller en dater des filles. Puis il veut un pick-up diesel. Ouais, puis là, il regarde l'offre politique, puis il se dit, bon, il y a un gars qui parle de ça, puis les autres, quand ils parlent, c'est pour parler de déminage non genré en Ukraine, des histoires de pistes cyclables dans une artère urbaine, des patentes d'insecticides, puis de je sais pas trop quoi, puis de gars qui se déguisent en filles. Oui. Ouais, là, je veux dire, vous ne vous adressez pas à cette clientèle-là. Donc, elle va vers la personne qui parle d'eux. Ben, la personne qui parle à eux ou à leurs besoins, ben, c'est Poilievre au Canada. C'est tout. Très simple. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans? Il n'y a rien de compliqué. Si Trudeau veut que les jeunes hommes votent pour lui, là, il est trop tard, mais mettons qu'il avait voulu avoir le vote des jeunes hommes, c'est drôle, il l'avait compris en 2015. Il voulait le vote des jeunes hommes, puis tout un peu, le pote, les affaires. Bon, ça attire plus une clientèle assez jeune, puis c'était plus un truc de gars aussi, on ne se le cachera pas. Bon, il l'avait compris. Mais après ça, il s'est mis à partir sur une chire qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler LGBTQ2+, puis les changements climatiques, ouais, mais Chris, c'est le gars de 32 ans, il veut s'acheter une maison, il ne sait pas comment faire, ça va mal. Il y en a un qui parle de ça, puis toi, tu parles des arcs-en-ciel. Ben, c'est ce que je te dis. Il va te flusher, c'est clair. Il va te flusher. Frank, on va pour les gens qui sont sur la version pour tout le monde, c'est fait pour là, mais on va sur la version Prime, on va les rejoindre. Notre chum Yann Sénéchal, parce que ça s'appelle Yann et Frank. Donc, il faut que Yann soit là. Là, il n'était pas là. On avait juste Frank. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com.